Tout le monde, bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau webinaire qui s'intitule Quel mode constructif choisir pour mon habitat réversible de rêve? J'ai ajouté réversible par rapport à ce que vous avez dû voir dans l'invitation. C'est important pour nous ce terme-là. Donc bienvenue, moi je m'appelle Thomas, je suis salarié de l'asso Amo Léger et je serai ce soir le facilitateur, l'animateur, on pourra dire, de ce webinaire. Vincent, que vous avez déjà rencontré à l'instant, il parlera un peu du parcours à un moment donné. Donc, on sera co-animateur, on pourrait dire, de ce webinaire. Moi, je parlerai depuis mon rôle de référent réseau des pros de l'éco-construction et de l'autoconstruction. Voilà, je rappelle que ce webinaire, il est enregistré pour une rediffusion ultérieure sur le parcours qui est publié en ligne sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas, comme l'a déjà dit Vincent, à couper votre caméra si vous souhaitez rester anonyme. Et dans tous les cas, coupez votre micro, s'il vous plaît. En tout cas, pour le moment, parce que vous aurez d'autres occasions pour poser des questions en direct. Voilà, le petit programme peut-être que je peux rappeler en introduction. Donc, on va vous rappeler en deux mots ce que c'est que le concept de hameau léger et on va vous rappeler également le parcours de création d'un hameau léger. Ça, c'est Vincent qui en dira quelques mots. Et ensuite, ce soir, on accueille trois personnes avec nous, des accompagnants à l'autoconstruction ou un pro également de la construction de l'habitat réversible. Donc, parmi nous, il y aura Geoffrey Sellard pour nous parler de Tiny. Il y aura, salut Geoffrey, il y aura Salut. Yves de Sardins qui va nous parler ce soir de la nomade aux étoiles. Pour celles et ceux qui connaissent peut-être déjà le travail de Yves, c'est lui qui est le créateur de la maison nomade, entre autres, maison pétale. Donc, il nous présente son nouveau projet. Salut Yves. Il y aura enfin Maxime Nobis l'entreprise qui s'appelle I Love Yurt qui va nous présenter ce soir son travail sur les héliyourts. Salut Maxime. Et donc, Bonsoir à à chaque tous. fois, ouais, pardon, je n'ai pas laissé de répondre. À chaque fois, donc, il y aura 20 minutes de présentation et on laissera 10 minutes pour des questions des personnes qui nous suivent là, en place pour vos questions, quoi. N'hésitez peut-être pas à préparer vos questions via le chat si vous avez envie, ça vous permettra de formuler déjà des choses. Et on finira cette soirée webinaire par quelques mots peut-être encore sur le parcours pour conclure, quoi. On aura donc, on va certainement dépasser l'heure et demie, hein. Il y aura 1 heure et demie de présentation et probablement un quart d'heure entre l'intro et la conclusion. Donc voilà, on devrait terminer vers 19h45. En deux mots, l'association Hameau Léger, qui on est? On est une structure, une association donc d'intérêt général qui est née en 2017, donc il y a presque 10 ans maintenant, avec la volonté de rendre l'habitat durable et solidaire accessible au plus grand nombre. Notre mission principale, c'est d'accompagner la création d'éco-hameaux qui répondent aux besoins des territoires tout en garantissant une accessibilité financière réelle. Et donc pour ce faire, l'asso, on est organisé autour de trois grands pôles, on pourrait dire la sensibilisation à ce mode d'habiter, la transmission de toutes les ressources, notamment que l'on récolte dans la création de ces hameaux, dans l'accompagnement de la création de ces hameaux, pardon. Et bien sûr, on a un pôle accompagné avec des personnes qui sont directement sur les territoires, avec les communes et les collectifs, faire émerger ces lieux. Le concept de hameau léger, peut-être en deux mots quand même si j'imagine que vous en avez déjà quelques vies, mais ça fait pas mal de se le rappeler. Ça nous permet, avant de rentrer dans le détail de la soirée, de se dire qu'un hameau léger, c'est un lieu de vie participatif qui regroupe généralement 4 à 12 foyers. Et ces hameaux légers, ils sont définis, disons, par quatre grands piliers. L'écologie et l'accessibilité Parce que financière, je l'ai mis moi tout à avec l'heure. des habitats réversibles à faible impact écologique. Il y a une dimension anti-spéculative avec une dissociation de la propriété du sol et de l'usage de ce sol. Il y a une dimension collective, je l'ai déjà dit, hein, c'est un lieu de vie participatif où on a des espaces communs, mutualisés, co-gérés. Et enfin, il y a un aspect qui nous importe beaucoup, c'est le partenariat avec le territoire, quoi. L'inscription en local avec le territoire. Et donc, ce sont des projets qui sont réalisés main dans la main avec la commune. Et voilà, et avec une gestion de ce foncier, je disais tout à l'heure, une dissociation de l'usage et du foncier via
un bail amphithéotique ou un bail réel solidaire, parce qu'aujourd'hui, on a deux modèles sur lesquels on travaille. Et donc, voilà, ça permet comment dire, d'avoir son habitation principale sur un terrain qui reste un commun, une propriété commune, soit communale, soit de cet office foncier solidaire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un des éléments, un des piliers des hameaux légers, c'est l'habitat réversible. C'est vraiment le thème de la soirée. Peut-être pour finir ce petit temps-là, juste pour dire que aujourd'hui, il existe une trentaine de lieux en projet où certains sont déjà habités. Cette cartographie-là, vous la retrouvez sur le site internet de l'ASSO, mais ça donne un peu l'ampleur en disant on n'est plus dans une utopie aujourd'hui, on est vraiment dans une réalité qui est en mouvement et on a enfin, régulièrement des nouveaux projets qui sont accompagnés. Et donc là, par exemple, les points bleus, ce sont les hameaux légers qui sont déjà habités, donc installés avec des habitants sur leur terrain. Et puis ensuite, vous avez des points verts, où les habitants et la mairie finalisent l'aménagement, enfin voilà, etc. Il y a différents statuts, quoi. Il y en a une trentaine qui existent d'ores et déjà. On voit aussi qu'il y a une diversité de contextes, hein. On a beaucoup de points en Bretagne, mais on a aussi un point dans le Nord et quelques autres projets dans le Sud-Est. Donc ça se développe aussi, on pourrait dire que l'assaut a une envergure nationale. Peut-être un petit rappel sur le parcours de création d'un hameau léger. Et si tu veux bien, Vincent, je te Ouais, la main quelques instants. Tu passes les slides? Non, bah non, c'est moi qui les ai. je veux bien que tu passes les slides très rapidement. Bon, pour celles et ceux qui ont déjà assisté au précédent webinaire, ça va être une redite, mais pour les nouvelles personnes, donc à mot léger, on documente pas mal tout ce qu'on fait en fait dans l'association et notre volonté, c'est de pouvoir les rendre le plus possible en accès libre et gratuit. Et du coup, en plus de notre MOOC qu'on avait créé il y a quelques années pour s'installer en habitat réversible et notre livre, on crée maintenant un cours en ligne pour aider à faire émerger des hameaux légers. Et donc, en gros, le parcours de création d'un hameau léger, c'est un parcours théorique, un gros cours en ligne qui reprend un peu toute la théorie qu'on a pu acquérir de par tous les accompagnements. Thomas évoquait 30 projets. Et voilà, c'est une grosse base de connaissances qui a pour but de pouvoir être le plus exhaustif possible. Ça ne le sera jamais totalement. Et notre volonté, c'est pas de donner la vérité absolue qui permet de dire la meilleure manière de monter un hameau léger, mais bien au contraire de donner des nuances à travers des retours de la connaissance, des retours d'expérience. Et donc, du coup, voilà, c'est un gros cours en ligne que vous pouvez retrouver. Je vous partage le lien dans le chat et il sera accessible de toute façon. Si vous tapez parcours de création à Amoligi dans le moteur de recherche, vous allez le trouver. Donc c'est directement voilà, accessible, vous pouvez voir l'URL sur la slide. Et du coup, pour le webinaire qui nous concerne, ça va parler de la phase 3. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le parcours est découpé en grandes phases chronologiques, de la phase 0 à la phase 5, du point de départ qui est je suis une personne qui souhaite s'installer en hameau léger, j'étudie cette possibilité, jusqu'à la vie sur un lieu en passant par l'émergence d'un collectif, la recherche d'un lieu, la conception de l'architecture et c'est ce qui va nous concerner entre autres en partie ce soir. Voilà, donc c'est une grosse base de documentation chronologique et vous pouvez tout retrouver ça gratuitement en ligne. Super, merci Vincent. Eh bien, allons-y alors pour cette heure et demie de partage et de discussion autour de la question de l'habitat réversible de rêve. Et en fait, et surtout la question qu'on nous pose régulièrement, c'est en fait, comment je peux choisir en fait quand je commence ma réflexion, quand je démarre une réflexion et un travail voilà, de composition, de conception de ma maison, comment je fais pour choisir parmi la diversité des habitats qui existent? Alors ce soir, on aura la présentation de trois d'entre eux. C'est pas exhaustif, il y en a plein d'autres, mais on aura à travers nos trois intervenants là ce soir la possibilité de réfléchir à ça et de comprendre un peu la philosophie derrière chaque habitat dont eux sont un peu les experts ou même les créateurs pour certains. Et donc, hop là, pardon, je vais changer quelque chose en cliquant sur un lien. Hop, c'est devenu actif. Et je vais laisser la parole à Geoffrey qui va démarrer la présentation. Est-ce que Geoffrey, tu veux prendre la main sur Ouais. l'écran? Hop là. Tac. Ok. Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge sur la slide? Pour l'instant, non. Alors, on voit ton écran, mais on ne voit pas la souris. Ouais, c'est ça. Tu dois Vous partager. voyez si je change de diapo là, ça marche?
Non, je On pense que voit tu as pas. ton... C'est partagé, c'est l'autre écran, à mon avis, que tu as C'est le partagé. mauvais écran. Ah, Ok, ouais, c'est ça ça. arrive. On a vu ta souris, je pense que tu as partagé le Ouais, c'était le mauvais écran. mauvais écran, Et en peut-être, effet. j'en profite avant que tu démarres et pendant que tu cales ça. Pour celles et ceux qui écoutent, il y a la possibilité de changer, enfin, comment dire, de passer l'écran de Geoffrey de présentation en principal et de mettre toutes les personnes présentes en miniature. Ça se passe normalement en haut à droite de votre fenêtre. Voilà, n'hésitez pas à passer, enfin, à changer le mode d'affichage pour avoir l'image bien grande. Voilà, et ben, je te laisse la main. Ok, c'est bon là, si je change de slide, vous l'avez? C'est tout bon. Allez, super. Super. Ben, bonjour à toutes et à tous. Du coup, j'ai 20 minutes pour vous parler un peu de ce que je fais autour des tiny house. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes principalement, qui veulent auto-construire leur tiny, sinon qu'ils le feraient construire par quelqu'un. Et le premier truc que je vais vous dire, c'est que je ne prône pas forcément les tiny house. On parle d'habitat réversible ce soir. Et je suis pas du tout quelqu'un qui va vous dire, ah, la tiny house, c'est la solution idéale. Il faut faire des tiny house, c'est super. C'est important de le préciser parce que des fois, il y a des engouements aussi et quelques modes, des effets de mode. Donc moi, il s'avère que c'est là-dedans que je bosse. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Que la tiny house, c'est selon moi une solution parmi tant d'autres. Euh, c'est pas la meilleure, elle a plein de défauts, elle a plein d'avantages, et puis bah, on va essayer d'aborder un petit peu ça ce soir. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent faire leur tiny house parce que j'ai moi-même construit la mienne, et j'en suis arrivé à construire la mienne suite à une petite succession d'étapes dans ma vie que je vais commencer par vous partager, parce que c'est ce qui fait ce que je fais aujourd'hui en termes d'accompagnement. J'ai commencé par des études d'architecture d'intérieur. Et c'est un milieu contre lequel j'ai été beaucoup en colère de par tout le consumérisme et le conservatisme que je pouvais voir. Et je me suis rendu compte que, en fait, construire autrement avec éthique et éco-responsabilité, c'était très compliqué. Il fallait vraiment se donner, soit aller creuser dans ses ressources pour sortir des carcans de conditionnement. Et à la fin de mes études, je me suis mis à mon compte très tôt. Et à la fin de mes études, j'ai un peu pété un câble et je suis parti 6 mois en Colombie. Et en Colombie, j'ai eu la chance de pouvoir vivre non seulement avec des communautés très reculées, mais aussi dans des quartiers très défavorisés. Ça m'a évidemment forcément apporté beaucoup de réflexions, notamment pourquoi est-ce que dans ces endroits-là, je me sens si bien alors que dans des habitats beaucoup plus grands, beaucoup plus neufs, je me sentais beaucoup moins bien. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur mon rapport à l'habitat. Et en rentrant de Colombie, j'avais plus de chez moi, j'avais 25 ans, 26 ans. J'avais plus de chez moi, je voulais pas redevenir dépendant d'un habitat fixe, donc géographique, je voulais pas devenir dépendant d'un crédit, je voulais pas devenir dépendant bah, vu que moi je sais que je baroute tout le temps, j'ai toujours besoin de changer d'endroit, j'ai un peu cette instabilité-là. Je voulais ne pas à chaque fois devoir requitter mon cocon et quand je me reviens dans une région, devoir reprendre mes affaires à droite à gauche, trouver un nouvel endroit pour vivre. Je voulais avoir ma petite cabane quelque part sur Terre qui correspond à cette personnalité-là. Et du coup, bah, la tiny house, comme ça, a popé en termes de solutions. Je connaissais vraiment rien des tiny à ce moment-là. Et du coup, comme j'ai beaucoup galéré à aller chercher des informations, de la connaissance et des compétences, je me suis dit, cette expérience, il faut pas qu'elle serve à personne d'autre. Et c'est pour ça que pendant mon chantier, et encore aujourd'hui, je continue de développer du contenu gratuit et du contenu open source autour des tiny. Donc, je partage, là, c'est un extrait, c'est une capture de mon site internet où je partage un kit tiny house, j'appelle ça, avec tous mes plans et des plans que j'actualise, des quantitatifs de matériaux à commander, la liste ouais, des matériaux, le prix de tout ça, le poids d'une tiny, les outils dont on peut avoir besoin. Et du coup, autour de ces contenus open source, j'ai filmé et vulgarisé tout mon chantier sur YouTube. Et du coup, autour de tout ça, c'est créé une petite communauté qui fait que aujourd'hui, bah, c'est devenu mon métier. Et donc maintenant, ah oui, pardon, je vous ai mis des petites photos de la tiny que j'ai construite dans laquelle je vivais. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent construire leur tiny parce que je me rends bien compte que on prend tout ça de temps. Je sais pas si vous me voyez moi, il me semble que oui. On prend énormément de temps à se perdre, à pas trop savoir où aller parce que c'est un projet très complexe. Et moi, aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les personnes pour que la complexité d'un début de projet, le temps perdu, l'énergie perdue soit réduit au minimum pour que ces projets puissent vraiment voir le jour. Donc aujourd'hui, les accompagnements que je fais autour des tiny house ont plein de formes différentes. Donc il y a toujours les contenus open source, les vidéos YouTube que je continue de produire. Il y a aujourd'hui un livre qui est disponible en librairie où je prends tout mon chantier que je détaille étape par étape, un peu comme un livre de recettes
qu'on peut avoir sur son établi là et puis voir un peu qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre, que j'ai voulu le plus graphique possible. J'ai une formation en ligne pour les personnes qui voudraient faire ça comme ça à leur rythme tranquille. Des stages à plusieurs qui permet de rencontrer plein d'autres personnes. C'est la photo d'ailleurs qu'on a à gauche là. Et ça fait un bien fou de se dire, OK, je suis plus seul avec ce genre de projet. J'ai d'autres personnes qui ont aussi ce projet un peu zinzin parce qu'on n'est pas souvent ultra accompagné par notre entourage. C'est souvent assez disruptif comme type de projet. Et puis les accompagnements individuels où là, en tête à tête, on dessine votre tiny ensemble, je vous apprends à faire vos plans, je vous apprends à faire vos plans d'ossature, à quantifier vos matériaux, à ne rien oublier, à bien commencer votre chantier. Ça, c'est ce que je vais vous présenter ce soir en exemple. Et surtout, un truc que je trouve génial, c'est que derrière, on est toutes et tous sur une communauté Discord. Donc, c'est une application un peu comme un WhatsApp, un peu plus complet. Et c'est la capture qu'on ici où du coup il y a un salon de discussion pour chaque thématique, les plans d'ossature, la plomberie, l'électricité, chercher un terrain pour s'installer. Et je trouve ça trop bien parce que du coup toutes ces personnes que j'accompagne individuellement un peu dans tout le milieu francophone se retrouvent sur le Discord et vont s'aider sur des chantiers, vont se donner des conseils, vont se revendre des matériaux et du coup on n'est plus seul chez nous à galérer sur notre projet. Donc voilà un peu pour ce qui était de la présentation de ce que je fais en termes d'accompagnement de Tiny House. Et ce soir, on va un peu se poser la question de moi les gros problèmes que je vois quand on se lance sur une tiny. Donc encore une fois, je dis pas du tout qu'il faut aller sur les tiny en termes d'habitat réversible. Moi, c'est juste que je vais vous parler de ce sujet-là, donc je me focus sur ça. Et j'identifie un peu ce schéma-là que je vous fais apparaître à l'écran. C'est qu'au début, c'est génial. On se part sur une tiny, on se dit que c'est le projet qui va nous apporter plein de choses positives, c'est que du love. Et puis très vite, on se met à piétiner et on fait face à une espèce d'info, j'appelle ça l'infobésité. On va voir des tutos sur YouTube, on va voir des contenus sur Internet, on va avoir des bouquins, on va avoir des blogs, on va avoir des professionnels pour leur poser des questions, on va avoir tous les sons de cloche possibles. Et nous, on se retrouve au milieu de ça, perdu, mais par quoi je commence, où est-ce que je vais? Et on commence à piétiner, et bizarrement, moins on est sur le projet et plus on se décourage parce que ce projet, il devient un peu fantasmé dans notre tête, il devient un peu imaginaire, il n'est pas palpable. Et là, je vois énormément de découragement à ces endroits-là. Et on est au tout début d'un projet, on va commencer déjà à se faire des plans d'élec, alors qu'en fait, on sait même pas comment on va assembler nos bouts de bois, parce qu'on part un peu dans tous les sens. Et évidemment, on n'a pas de feuille de route, donc c'est normal. Et moi, j'identifie deux gros problèmes, du coup, dans ce qu'on imagine des tiny houses. Un, c'est de croire que ça va être aussi simple qu'une cabane. Et de deux, c'est de vouloir être 100% autodidacte. On se dit qu'une tiny house, c'est une toute petite maison. Donc, ça va être super simple à construire. Sauf qu'en réalité, à part des projets très minimalistes et très sobres, une tiny house, c'est une maison à ossature bois avec toute sa réalité et sa complexité. Donc, c'est une vraie maison. Mais en plus de ça, en plus petit, donc on veut faire rentrer les mêmes choses dans moins de place, mais en ayant le même confort, en respectant un gabarit routier, donc des dimensions très limitées, et en respectant du poids. Donc, c'est-à-dire que si on est sur une remorque homologuée qu'on veut déplacer sur la route, je prends cet exemple-là, mais on a plein d'autres configurations, on doit respecter un poids. Et donc, ça veut dire que ça pèse combien nos matériaux, j'en mets quelle quantité, à quel endroit je peux économiser du poids. Ça, on se pose pas la question dans une maison normale. Donc, pour moi, une tiny house, c'est une maison à ossature bois, en plus complexe. On n'aurait jamais y pensé à ça. Donc, on se dit que ça va aller très vite. En fait, c'est vraiment un énorme casse-tête, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Et souvent, les personnes qui vont vers la tiny, ils vont pour chercher aussi de l'autonomie, une indépendance financière, faire par soi-même, sortir un peu de certains modèles. Et donc, on veut, et moi le premier, à tout prix de faire tout seul, se débrouiller tout seul. On va y arriver, j'ai pas besoin d'aide. Je vais apprendre tout seul. Et en fait, je m'aperçois que moi, ça a été ma plus grosse erreur d'avoir piétiné pendant 2 ans à m'épuiser sur mon projet de tiny, alors qu'en fait, si j'avais eu quelqu'un avec moi qui aurait pu m'aider, j'aurais mis 3 ou 4 mois à faire ce que j'ai fait en un an. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les deux grosses erreurs que je peux voir quand on se lance sur une tiny. Aujourd'hui, quand j'accompagne les personnes qui veulent faire leur tiny, j'utilise une méthode que j'appelle la méthode du crayon marteau. De comment est-ce qu'on peut passer à mes croquis sur mon carnet à je plante mon premier clou, je visse ma première vis. C'est ce que je vais vous présenter ce soir. Je vais vous montrer des plans, des croquis qu'ont fait vraiment les personnes que j'accompagne. Donc, c'est même pas moi avec mes compétences d'archi. C'est vraiment des personnes comme ça qui savaient pas utiliser un T, un Q chez une équerre. On va voir ce que c'est. Et donc, ça commence par faire des plans à la main. Ça peut paraître un peu cartésien comme méthode, mais en même temps, ben, si on veut viser quelque chose, il faut bien avoir une cible devant soi. Donc, il faut savoir où on veut aller.
Donc, comment est-ce qu'on fait des plans, des vrais plans à l'échelle, cotés, pour être sûr que tout rentre dans notre projet. Ensuite, une fois, grâce à ces plans, on va pouvoir quantifier tous les matériaux dont on va avoir besoin. Alors, évidemment, quand on a quelqu'un pour nous accompagner, c'est beaucoup plus facile de se dire, ah, le lot bois, eau d'ossature, le lot quincaillerie, le lot étanchéité, le lot couverture, ça dégrossit un truc qui peut faire vraiment peur. Mais ça va nous permettre de savoir, OK, tout ce que je commande pour commencer. Et du coup, je peux estimer un début de budget et un poids de tiny, ce qui va être assez important pour se sécuriser mentalement. Et enfin, le but de tout ça, c'est de pouvoir arriver à une tiny qui soit hors d'eau, hors d'air, donc qui ne craigne plus la pluie, en gros, le plus vite possible. En gros, je me mets dans le schéma de personnes qui n'ont pas forcément de hangar pour construire. Et du coup, comment, grâce à ça, très vite, je peux construire mes murs d'ossature, mon plancher, ma toiture, ma couverture, et je me retrouve avec une tiny house qui est étanche. Ça veut dire que là, ça y est, je peux souffler un petit peu. S'il pleut, c'est pas grave. Ma tiny, elle est dehors, mais elle est protégée. Je vais pouvoir continuer mon chantier avec un second souffle, en gros. Donc c'est ça mon objectif, c'est d'arriver le plus vite par là. Ouais, Thomas? Tu as mi-parcours. Ouais, ça roule, merci. Les risques avec cette méthode-là, c'est soit de vouloir aller sur un truc vraiment trop professionnel, en voulant faire des plans super aboutis, en pensant à des détails de zinzin, alors qu'en fait, on en est vraiment au tout début et on est déjà en train de se dire comment est-ce qu'on va faire sa table de nuit, alors qu'on sait encore même pas la taille de notre remorque. Ou alors, à l'inverse, beaucoup trop abstrait, en se disant, ah non, mais je verrai plus tard, ouais, non, mais ça me saoule, ouais, non, mais je sais pas. Et en fait, finalement, on avance. C'est ni fait ni à faire, on avance pas vraiment. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler, moi, le process que je suis avec les personnes que j'accompagne pour aller ni dans le trop abstrait, ni dans le trop professionnel. Et après, à chacun et chacune de mettre son curseur là-dedans. Il y a une première phase que j'appelle la phase de lancement, qui est de se poser plein de questions sur l'usage de sa tiny. C'est assez ingrat. C'est-à-dire que là, on dessine pas de tiny. La tiny, on la voit pas arriver quelque part. On est en train de réfléchir à des trucs très pragmatiques. C'est pas super sexy. Mais pour moi, c'est super important de commencer par ça. Déjà, la question à se poser, c'est est-ce que la tiny, c'est vraiment ma solution à moi? Est-ce que vraiment ça me correspond? Est-ce que je fantasme quelque chose? Parce que on peut voir des tiny sur Pinterest, sur YouTube, sur Instagram, se dire que si je vivais en tiny, j'irais beaucoup mieux, ma vie, elle serait géniale au milieu de la nature. Puis en fait, finalement, on vit en tiny, on a toujours les mêmes problèmes. Donc, est-ce que vraiment cette tiny house, elle me correspond? Est-ce que je la fantasme? Est-ce que, OK, les bons côtés de la tiny, je les veux, mais est-ce que quand ça va pas aller, quand j'aurai pas le moral, est-ce que j'accepte les compromis de la tiny? La promiscuité et tout ce que ça génère? Est-ce que c'est vraiment l'habitat léger qui me correspond? Une tiny house, c'est très cher au mètre carré parce qu'on fait rentrer beaucoup de choses sur peu de place. La contrainte de poids génère aussi des matériaux des fois plus chers, etc. Donc, c'est pas du tout juste l'habitat idéal. Il a plein de contraintes aussi. Et une fois qu'on s'est posé la question et qu'on se dit, OK, c'est bon, moi, je vais y aller, eh ben, il faut se définir un cahier des charges précis, très précis. Là, je vous donne une capture de un quart de ce que je demande aux personnes que j'accompagne à notre premier rendez-vous. On va aller se poser la question de qu'est-ce qu'on veut comme mezzanine. Est-ce qu'on veut un chauffe-eau électrique à gaz ou autre? Est-ce qu'on veut un poêle à bois? Est-ce qu'on veut un dressing? C'est quoi la profondeur de nos slips pour les ranger dans nos tiroirs? Vraiment, on va aller très, très, très loin parce que le chauffe-eau, il va prendre une place non négligeable. Est-ce que je veux monter avec une échelle ou un escalier? Ça ne prend pas la même place. Est-ce que je veux mes vêtements en haut ou en bas? Est-ce que je veux une douche de 80 ou 90 centimètres? Est-ce que quand je vais aux toilettes, j'aime bien allumer ma bouilloire avant, comme ça le matin, monter, il chauffe pendant que je vais faire mon pipi du matin? Ça, dans un habitat de 10, 15, 20 mètres carrés, c'est obligé de se poser ces questions-là. Sinon, on va crayonner des plans qui vont servir à rien. Et là, on a une liste énorme, très pragmatique, jusqu'à la sortie de ventilation. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la phase de lancement. Ensuite, on a la phase d'aménagement. Et le premier truc à faire qui pour moi est très important, c'est de dessiner sa boîte périphérique. Donc ça, par exemple, c'est des plans que je sors moi sur ordinateur pour gagner du temps à toutes les personnes que j'accompagne en fonction de la taille de leur remorque. Elles ont la boîte avec l'épaisseur des murs réels, l'épaisseur du plancher et de la toiture réelle, parce que l'erreur, c'est d'oublier que ces murs existent et de croire qu'on a une tiny plus grande que la vérité. Et à l'intérieur de ça, on va vraiment dessiner. Et là, ça devient concret. Et on va commencer déjà à faire des esquisses et des croquis. On va gribouiller plein de trucs. Là, faut sortir plein d'idées. Faut en sortir plus qu'on en a. Faut sortir toutes ces idées. Comme ça, on sait qu'on les a évincées. On se dira pas, ah, mais en fait, si finalement j'avais mis la salle de bain à gauche plutôt qu'à droite, faut tout faire sortir. Et puis, il y a un, deux, trois trucs qui vont vraiment nous marquer. On va se dire, let's go, on va partir sur ça.
Là, ensuite, on va commencer à faire des plans vraiment à l'échelle. Donc, c'est plus du croquis. On prend ce qu'on appelle un cutch. Alors, je sais pas trop si vous allez le voir avec ma miniature. C'est une règle avec des échelles dessus pour dessiner très facilement à l'échelle. Là, c'est au 50e. C'est une petite échelle pour pas trop s'éparpiller. Et on va commencer à poser son aménagement. Là, c'est les plans de Cécile, par exemple, que j'accompagne en ce moment. Donc, c'est tout elle qui fait ça. Moi, je lui apprends à faire et ensuite, elle est en autonomie. Les plans de Caroline, par exemple. Et très important, on dessine en coupe. C'est-à-dire qu'on voit les murs, on voit les côtés latéraux parce que la hauteur de la mezzanine, est-ce que je passe dessous, est-ce que je passe dessus, c'est important. Et ensuite, on va passer au 25e, donc 2 fois plus grand. Et là, on va vraiment rentrer dans les détails de est-ce que ma porte, elle passe à côté de mon meuble, sous la fenêtre, à côté du frigo. Et la même chose en coupe, parce que je me rends compte que mon égouttoir ne va pas rentrer parce que j'ai ma mezzanine. Donc ça, en tiny, pour moi, c'est primordial, tellement tout est vraiment restreint. Dès qu'on déplace quelque chose, ça déplace autre chose. Et encore une fois, tous les plans que je vous montre là, c'est des plans qui sont à l'échelle, qui sont réalistes et qui sont faits par des personnes comme vous et moi. Enfin, moi, j'ai fait une formation d'archi qui m'a quand même bien aidé, mais par des personnes qui savaient pas du tout faire ça 2, 3, 4 semaines avant ce résultat-là. Donc là, c'est Caroline, par exemple. La coupe, les pentes de toiture, où est-ce qu'on est en bas de pente quand on est en mezzanine? Est-ce qu'on a la place de s'asseoir pour lire un bouquin dans sa chambre? C'est important. Et ensuite, on passe à la phase 3, les plans d'ossature. Donc pareil, je vous apprends à dessiner votre ossature par-dessus vos plans d'aménagement, parce que comme ça, on a un fond de calque. Et puis, je vous corrige pour voir qu'est-ce qui a changé. Et à partir de ça, eh ben, on peut lister tous ces matériaux, optimiser sa fiche de débit, ses découpes de bois, combien je dois commencer, commander de pièces de bois, combien ça va coûter, combien ça va peser, comment je me mélange pas dans toutes mes commandes. J'ai mon chrono Thomas sous les yeux, donc je vois où on en est, si jamais. Voilà, et donc là, ça permet d'avoir une fiche super claire, de se dire, bah, let's go, je pars sur mon chantier, je sais tout ce qu'il faut commander pour commencer le chantier. Et ça, c'est super important pour pas partir dans tous les sens. Il y en a besoin de quelqu'un pour nous cadrer. Donc voilà un peu la méthode que moi j'utilise, que je conseille d'utiliser, que je partage aussi dans mes mails, etc. pour les personnes qui veulent essayer de le faire seules chez eux, chez elles. Donc pour finir, je vous partagerai un peu moi ce que j'ai appris de ma construction de Tiny, qui est là en photo à la sortie du hangar avec les copains et les copines. C'est que pour moi, cette construction de Tiny, ça a été un vrai pèlerinage. Et je dis pas ça pour romancer. Ça a été des moments d'euphorie extrême et des moments de désespoir extrême où j'avais juste envie de foutre un coup de pied dans toutes mes boîtes de vis. Ça a été des fois très dur et des fois génial. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu verras, il y a un avant et après la construction. Je trouvais que c'était un peu dramatisé le truc. Bah vraiment, il y a un truc. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, ça coûte de l'argent. Des personnes qui me disent, je veux faire une tiny, mais j'ai pas de dents, j'ai pas d'argent. Je sais pas si c'est moi qui suis rabat-joie, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc ça demande vraiment une implication personnelle qu'il faut pas négliger, ou alors il faut le déléguer à quelqu'un. C'est très dur aussi parce que c'est rarement des projets qui sont vraiment soutenus par les proches. Il faut souvent le faire pour ensuite avoir des proches qui nous disent oh waouh en fait c'est assez zinzin bravo ah ça a l'air super. Souvent c'est quand même à contre-courant. Donc il faut arriver à tenir ça. C'est pour ça que la communauté Discord là je l'aime beaucoup parce qu'on se soutient beaucoup là-dedans. Ne pas être tout seul. Euh, c'est vraiment un sujet à ne pas négliger. Et puis pour moi, c'est vraiment une histoire d'escalier infini. C'est-à-dire que souvent on se dit, ah ouais, ça c'est bon, c'est fait, maintenant ça va être tranquille. Mais non, en fait, c'est juste une marche, puis une marche. Et quand enfin on sait maîtriser l'ossature bois, ben on passe à autre chose, on passe à l'étanchéité, puis aux fenêtres, puis à l'électricité, puis à la plomberie. Dès qu'on sait faire un truc, on change de domaine, donc c'est super ingrat et c'est vraiment tout le temps de gravir un escalier. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir mettre des paliers au milieu de ça et se dire, OK, en fait, je me félicite, même si j'ai juste posé mes fenêtres et que j'ai pas fini ma tiny, c'est déjà énormissime. Donc, c'est vraiment un escalier sans fin. Et un terme qu'on utilise beaucoup maintenant avec tous les gens que j'ai accompagnés, c'est la brocolite aiguë. C'est la notion du brocoli, c'est-à-dire que, imaginons que la tiny, c'est, je pars d'un pied de brocoli et j'arrive à la tête du brocoli. Il y a plein de branches. Il y a plein de branches, plein de branches, plein de branches à explorer. Est-ce que je vais voir l'autonomie en eau, en électricité, la plomberie, l'élec, la couverture, l'isolation, l'éco-construction, l'ossature bois, c'est infini. Et si je pars dans toutes les branches du brocoli, j'arriverai jamais en haut du brocoli. Et donc l'idée, c'est de prendre la base du brocoli. Et de temps en temps, on va aller prendre quelques branches comme ça à droite à gauche. Peut-être que de temps en temps, on va se mettre un tunnel on va passer une semaine à étudier les fibres du bois et dans quel sens je les coupe.
Bon, bah, ça arrive. Mais si on fait ça sur tout, c'est pas possible. Et mon travail, en tout cas, c'est essayer de recentrer sur le milieu du brocoli. Et moi, comme je suis allé explorer toutes ces têtes de brocoli, quand j'accompagne les personnes, c'est que je leur amène cette information-là. Elles n'ont pas besoin d'y aller dans tous ces pétioles. Et du coup, c'est pour moi le gros piège, c'est un peu ça, c'est de s'éparpiller dans tout ce légume, dans tous ces légumes-là. Donc on appelle ça la brocoli tégù chez nous. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation et aujourd'hui, ma tiny house, elle est vraiment une sécurité énorme pour moi en termes de lieu de vie, c'est-à-dire que même si je choisis de ne plus y vivre, par exemple, bah, je sais qu'elle existe quelque part et qu'en fait que j'ai des phases de vie qui m'amènent à ce genre d'habitat, des fois qui vont m'amener en voyage, des fois qui vont m'amener en coloc, des fois qui vont m'amener à plein de choses différentes. Et j'ai ma maison quelque part sur Terre et avec ma personnalité, même si je la déplacerai peut-être plus jamais, le fait de savoir qu'elle peut se déplacer facilement, c'est une sécurité très très importante pour moi. Voilà les amis, j'espère que c'était clair et j'ai fini pour moi. J'ai fini. Super, merci beaucoup pour cette présentation très claire et hyper ponctuelle, bravo. Et complète. Ben, on va peut-être pouvoir ouvrir justement un petit temps de questions-réponses. Moi, j'ai quand même une toute petite question à te poser, hein, pour démarrer. Ça laissera les prochains. N'hésitez pas à lever la main avec l'outil là, réagir qui est en bas de votre écran là, pour réagir simplement. Comme ça, on prendra dans l'ordre. Peut-être que, enfin, dans les 10 minutes à venir, là, lors des questions. Une première question que moi je me posais, en fait, on comprend à travers ce que tu racontes, hein, enfin, enfin, si je me place un peu en posture de devoir choisir ou d'avoir envie de choisir, de ne pas savoir vraiment comment choisir, il y a un Mhm. critère d'avoir envie d'expérimenter le micro-habitat qui semble assez évident avec la tiny. Et il y a quelque chose de l'ordre de la mobilité, quoi. Cette remorque, ces roues, et puis ce que tu disais, enfin, j'ai un espace sur Terre et puis je vadrouille, enfin voilà dans la communauté que tu évoquais là et celle que tu as accompagnée jusque-là, justement ce serait quoi le retour de cette communauté sur la question de la mobilité? Ouais. Et ce critère qui semble assez évident de, bah voilà, je veux une tiny parce que je veux être mobile. Est-ce que tu as un petit Hmm. retour là-dessus? Alors, c'est une excellente question qui est un vrai sujet, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon ça prendrait du temps. Mais elle se questionne énormément parce que la mobilité de la Tiny, c'est son plus gros défaut en termes de prix, de choix des matériaux, de plein de choses. Et pourtant, on s'aperçoit que 99% des Tiny sont sédentaires. Donc ça peut paraître un peu paradoxal. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est aussi une histoire de process. C'est-à-dire qu'au moment où on se lance dans sa Tiny, on sait peut-être pas encore où on va s'installer. On verra, on sent qu'on a besoin de changement, mais du coup, le fait qu'on puisse déplacer notre maison facilement, on n'a pas de terrain, on sait pas, on se dit ça va arriver. On verra plus tard. En tout cas, je vais un moment avoir ma maison, je vais plus payer de loyer potentiellement. Je vais avoir mon chez moi, je vais quitter cette maison ou cette ville où je me sens pas bien. C'est souvent ça que j'ai comme témoignage. Je sais pas encore trop où, mais en tout cas, j'ai déjà cette cabane et comme elle peut se déplacer, j'ai un peu l'avenir devant moi, quoi, entre guillemets. Mais ça pose une vraie question parce que ça contraint une petite maison, une maison effet couloir, à tout ce qui est complexe en termes de matériaux. Donc c'est une vraie question à se poser. Moi aujourd'hui, j'aimerais vraiment réfléchir à un autre modèle qui puisse peut-être par exemple se poser sur une remorque où une remorque ne vient que quand c'est nécessaire pour la déplacer. Est-ce qu'on partirait pas même sur quelque chose en convoi exceptionnel catégorie 1 qui est très simple à faire et en transport poids lourd pour pouvoir vraiment ne plus se prendre la tête sur les matériaux et avoir des timings beaucoup moins chers aussi. C'est un sujet que j'aimerais étudier là sur cette prochaine année. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Geoffrey? Je lis là dans le chat, me permet, je vois une Alors, question de mail. on peut les lire, mais n'hésitez pas à lever la main et à Ah prendre oui, la parole pardon. si vous le sentez, mais on peut les lire. Vas-y, je t'en Oui, prie. non, il n'y a pas de souci, je peux Ah prendre la oui, parole. mais Ah bah vas-y. Rebonjour. Mhm. Moi, je suis partie sur une tiny pour le coup, et je suis un peu dans le côté brocoli où je m'éparpille, donc voilà, normal. Et en fait, j'ai été étonnée quand tu as montré les plans, les gens avaient l'air d'avoir justement des dimensions très précises en tête pour dessiner les intérieurs. Et donc, est-ce que chacun s'est posé la question de ce qu'il voulait comme dimension et après ils vont faire les commandes en fonction de ce qui rentre sur les plans? Ou est-ce que ils ont déjà repéré
les équipements, les meubles sur Internet, par exemple. Et du coup, ils servent des dimensions qu'ils connaissent déjà pour faire les plans. Ok. Euh, En effet, vu que pour moi, pour avancer sur une tiny, il va falloir déjà avoir un maximum d'informations avant. Donc, par Mhm. exemple, c'est pour ça que je liste avec énormément de précision euh, tout ce qui va être dans la tiny. Donc, déjà des choses pas très sexy, je disais le chauffe-eau, la ventilation, l'accès à la mezzanine, parce que c'est le truc qu'on oublie, après on n'arrive pas à le faire rentrer. Si on a des meubles auxquels on tient vraiment, genre j'ai ce confiturier, je l'aime trop, bah tout de suite on prend ses dimensions, hauteur, largeur, profondeur, parce que bah il va falloir le caler. Mhm. Maintenant, ça reste une tiny et on s'aperçoit que bah ça va dépendre de est-ce qu'on a des choses qu'on va vouloir mettre dedans. Dans ce cas-là, tu les notes bien quelque part, tu te fais un récap sur une feuille de toutes tes dimensions et ensuite on va faire les plans à l'échelle et on va les dessiner vraiment de manière réaliste pour s'apercevoir si ça rentre ou pas. Il y a des personnes qui disent ah bah ouais, je me rends bien compte que tout ça, je vais pas pouvoir le faire rentrer dans ma tiny. Bon ben le confiturier de mamie, peut-être que je l'oublie et je garde l'autre ça que je voulais vraiment garder. Mais le process, il est très rarement fait à partir de choses que les gens possèdent, de meubles qu'ils ont déjà ou qu'ils Mhm. auraient déjà vu quelque part. C'est déjà, je fais ma boîte, ma mezzanine, mon accès à la mezzanine et ma technique, ce qui est les choses sur lesquelles on a moins de pouvoir, pour ensuite, Mhm. à l'intérieur de ça, venir voir comment je peux imbriquer le reste. Ce qui fait que l'aménagement intérieur, souvent, est très, 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 très souvent du sur-mesure, en fait. On fait nous-mêmes, on achète des Mhm. panneaux de bois, et on fabrique nous-mêmes la plupart de, par exemple, notre meuble de cuisine. Je connais des gens qui sont allés chez des cuisinistes et tout ça, par un peu convention, tu vois. Alors que Ouais. non, pas du tout. On va prendre trois panneaux de contreplaqué, on les met debout, on met un plan de travail et on a notre cuisine à la dimension réelle de notre tiny. Mhm. Voilà, je sais Mhm. pas si ça répond un Ok. peu à ta question. Ouais, si, complètement. Donc, Et bah merci du coup, effectivement. Et la merci pour ta deuxième, c'était question. juste quand est-ce que tu fais des stages? Ça a l'air intéressant et je voulais. Eh ben, écoute, tu peux aller sur le site et envoyer un petit mail parce que les stages, ça dépend des demandes. Et s'il y Ah, a ok. cette demande, on en fait un en septembre, en octobre ou en novembre. Ok, merci. Voilà. À plus. Alors, dans les questions, il y en a une de Laurine qui pose la question de la différence avec une maison en A. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, je ne sais pas dans quel angle, si Laurine, tu veux poser, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Est-ce que c'est justement par rapport à la question de l'espace qui est aussi un petit peu contraint dans la forme en A Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Ouais, ben, je suis pas un spécialiste des maisons en A, mais du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt des maisons construites sur sol. Déjà, la tiny, telle que je l'ai abordée, c'est vraiment une maison construite sur une remorque. Donc, du coup, déjà, elle est pas posée sur terre, elle est sur un châssis qui se déplace. Bonjour, Laurine. Bonjour. Et du coup, l'intérêt de la maison en A, c'est que son toit est son mur. Donc, on réduit énormément de choses. Dans la tiny, sur remorque, ce serait impossible. On a très, très peu de largeur. On a 2,50 m. Donc, si on commence à faire ça, on n'a plus d'espace intérieur. Ou alors, on accède à avoir un truc ultra minimaliste. Donc, je dirais que c'est ça la différence avec la maison en A. C'est vraiment totalement très différent, mais ça a les mêmes valeurs au fond. Et j'en profite pour répondre à ta deuxième question en termes de dimension. Donc, si on veut une tiny house, vraiment, si je prends le truc conventionnel, alors que je vous dis, hein, il y a vraiment une histoire de pouvoir penser les choses différemment, mais de manière conventionnelle, une tiny house, on va la faire de 2,55 m de large maximum pour pas être convoi exceptionnel. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur des murs, on est autour de 2,16 m, 2,20 m. En longueur, on pourrait aller jusqu'à 12 mètres, mais ce sera impossible pour respecter le poids de la remorque admissible. Donc, souvent, on tourne autour de 6,60 m. Et en hauteur depuis la route, on va être à 4,30 m maximum pour pas trop galérer sur les arbres, les câbles électriques et tout ça. Ce qui fait à quoi il faut enlever 60 cm de remorque. Donc c'est D'accord. voilà. Merci. Bah, peut-être une dernière question. Là, il nous reste 2 minutes pour clore ce petit temps question-réponse avec toi. Sur la question du coût, peut-être, est-ce que le retour communauté que tu as, enfin, tu as une idée de à combien ça revient parce que tu es dans un modèle d'autoconstruction, j'imagine, derrière. Enfin, Ouais. peut-être pas que. Peut-être qu'après ton travail, il y a des artisans aussi qui les réalisent, mais ça veut dire quoi en termes de coût? Alors si je pars, ça va évidemment dépendre du niveau de gamme. Je vais partir sur la tiny qu'on voit un peu partout. Donc c'est quand même une tiny bien finie, bien équipée avec des matériaux locaux le plus possible. Donc c'est tout ça est assez onéreux. Donc je pars sur ce modèle-là. On pourrait penser à des tiny ultra sobres, ultra minimalistes.
Mais celle qu'on voit principalement et celle pourquoi les gens me contactent beaucoup, c'est plutôt le modèle maison en petit, donc bien équipé et tout ça. Aujourd'hui, avec les inflations qu'on est en train de vivre, en autoconstruction, donc en termes de matériaux, potentiellement location d'atelier, on tourne autour de 30-35 000 euros. Je sais pas comment ça va évoluer. Et en termes de construction, si on devait le faire par quelqu'un, ça serait de 60-70 000 euros. Après, fourchette haute, il y en a pas, mais 80-90 000 euros. Faut savoir que la tiny, c'est vraiment que du sur-mesure, donc il n'y a pas un panneau de bois qu'on pose sans le découper, donc tout est très long. Euh, Ça peut paraître très cher. Par exemple, en autoconstruction, 30-35 000 euros de matériaux pour 15-20 mètres carrés. Une réflexion qui est importante, c'est que dans 15-20 mètres carrés, on fait rentrer la même chose que dans 30 ou 50. On a autant d'équipements, on a 6-7 fenêtres, alors que dans une chambre qui fait la même taille, on a une seule fenêtre. Et les menuiseries, c'est un lot très cher. On a 5 000 euros de remorque si on la fait sur remorque. Donc sur 30 000 euros, c'est quand même conséquent. Euh, voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et là, mon prochain projet, c'est de me dire, je suis sûr qu'il y a moyen de faire une tiny beaucoup plus sobre, évidemment, attention, pas avec ces codes-là. Mais j'aimerais arriver à sortir une tiny en autoconstruction à 15-20 000 euros. Et du coup, voilà, prochain sujet de réflexion de mon côté. Génial. Eh ben, merci beaucoup pour la réponse à toutes ces questions. J'imagine que bah, justement, si vous avez d'autres questions, il y a pas mal d'infos sur ton site internet, comme tu l'as dit. Il y a un webinaire, il y a des vidéos qui existent, et puis il y a peut-être ces formations aussi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez trouver Et tout un tas de réponses hein, avec Geoffrey via ces moyens-là, quoi. Vous voulez ajouter une dernière chose? ouais, pardon. Et je mets en place des sessions, quand c'est souvent possible, d'avoir des sessions de 20 minutes de visio gratuites pour des personnes qui ont envie de me poser toutes leurs questions sur leur tiny, sur leurs problèmes. On se prend 20 minutes, on se fait en visio et bam, c'est la foire aux questions. Et comme ça, c'est gratuit et ça permet de débloquer plein de trucs. Trop bien. Bah, merci d'avoir ajouté ça, hyper important. Voilà, merci pour votre attention. Merci Geoffrey. Eh ben, je donne la parole maintenant, sans transition, à Yves de Sarzins, qui va nous parler, nous présenter la Nomade aux étoiles, qui est la dernière maison qu'il a créée et construite. À toi, Yves. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de vous présenter la Nomade aux étoiles. C'est le dernier prototype de maison nomade. J'avais commencé à faire un prototype de maison dodécagonale en 2012. Et puis ça a débouché sur la maison nomade et puis sur la maison en pétales qu'on a construit au Croissant Fertile en chantier de formation. Et puis là, dans le cadre de notre écolieu, on a un écolieu en Dordogne qui est dédié à la recherche autour de l'habitat innovant. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai développé une maison qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Nomade aux étoiles. Voilà. On est sur un système constructif assez proche des autres maisons que j'ai pu proposer par le passé. J'ai essayé de me renouveler, mais j'ai pas trouvé de meilleures idées. Et finalement, l'idée de départ est, à mon sens, excellente. On en parlera plus tard au niveau de la technique. Notre but chez les Archifertiles, dans notre écolieu, c'est de développer des habitats innovants qui nous autonomisent par rapport au coût des loyers exorbitants, par rapport au mal logement. C'est vraiment à ça qu'on veut répondre. C'est pas du tout à du logement de camping. C'est de la maison ossature bois allégée. Et du coup, la démontabilité se passe par façade ou panneau, on va dire. Et on tombe cette fois, l'expérimentation se fait sur des formes très cubiques, en forme de pavé. Et elle est extrêmement modulaire, ce qui nous permet d'avoir des surfaces en fait très variables dans l'habitat. Ça, c'est vraiment la base de ce qu'on a fait. Voilà. Et ben écoute, Thomas, on peut passer à la slide suivante. On voit du coup deux habitats innovants. Ben, la nomade aux étoiles, et puis derrière, vous voyez l'Airzone de Sylvain Biquette, qui vit chez nous et avec qui j'ai une grande joie de collaborer, en particulier une vidéo courte qu'on a faite
qui l'a réalisé et qui est censé vous donner envie de construire. Alors ouais, c'est ça en fait, les habitats que je crée, j'ai des priorités, en particulier celle de pouvoir faciliter l'autoconstruction. Ça me semble très important. Et puis, on s'est rendu compte avec les habitats qu'on a déjà faits, et donc tous les plans sont en open source, hein, y compris pour celle de la Nomade aux étoiles. Les plans sont actuellement en open source sur mon site qui a été complètement remodelé. Et c'est notre philosophie. On se dit que c'est trop important de pouvoir se loger décemment pour essayer de faire du business là-dessus. On fera du business avec les gens qui font du business, mais en tout cas, si vous êtes un autoconstructeur ou si avez envie de devenir un autoconstructeur, eh bien, les plans sont évidemment gratuits. On a aussi développé un tutoriel pour faciliter la construction de ces maisons. Et puis, moi, ce que j'aimerais dire, on a peu de temps, donc ce que j'aimerais dire, c'est que quand on construit sa maison, ce qui est important, c'est de la rêver, c'est de rêver vraiment, de rêver en grand. Et même si on ne sait pas si ça va être possible et tout, après, on a toujours la possibilité de revenir et de faire certains compromis, mais de vraiment penser, est-ce que je veux une grande salle de bain, est-ce que je veux un grand salon, est-ce que j'ai pas besoin de douche parce qu'il y a des communs, etc., etc. Nous, par exemple, on n'a pas de douche dans notre habitat parce que c'est un écolieu et on a des communs, on a une douche, donc on a voulu faciliter bah, la construction de la maison, ça allège. Et puis, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc, on peut avancer un petit peu sur la technique. Thomas, merci. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de développer des compétences en logiciel 3D. Moi, j'offre mes plans sous le logiciel SketchUp. Et vous le verrez par la suite. On peut passer à la slide suivante. En fait, on peut vraiment créer différents modules. Et avec une maîtrise même partielle de SketchUp, vous allez pouvoir construire des habitats avec des pavés qui se côtoient, qui sont en L, qui sont en U, qui se superposent. On est sur un type d'habitat, alors ça c'est assez innovant à mon sens dans l'habitat réversible. On est sur de l'habitat qui peut se faire sur deux niveaux habitables. Donc c'est extrêmement intéressant pour densifier l'habitat sur certains territoires qui en ont besoin. Voilà, donc là, vous avez quelques exemples, mais il y en a mille autres de ce qu'on peut faire. Et en fait, on peut faire des longères, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. J'ai travaillé à partir de quatre parois différentes. Et ces quatre parois ont chacune deux hauteurs différentes. J'ai fait ça. Donc, une des hauteurs, c'est 2,20 m, c'est la hauteur classique d'un habitat. Et puis, j'ai fait 2,70 m de hauteur habitable. C'est pour en fait pouvoir faire, par exemple, commencer à construire un seul volume, et je vous conseille dans ce cas-là, d'en faire peut-être un de 2,70 m, à réfléchir, hein, ça dépend de votre cahier des charges. Ceci pour pouvoir mettre un lit en mezzanine, par exemple, à mi-hauteur ou deux tiers de hauteur, et puis de pouvoir mettre un bureau dessous, ça permet de densifier l'espace de faciliter l'habitabilité. La particularité aussi de ces constructions, les pavés, ils font en gros 3 mètres de large, c'est-à-dire qu'on a 40 à 50 centimètres de plus que des bâtiments roulants, soit les containers, soit d'autres types d'habitats. Et ça facilite énormément l'habitabilité des maisons. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est les tutoriels. C'est le tutoriel que vous pouvez, lui, acheter. C'est pas très cher, c'est 10 euros sur mon site maisonnomade.net. Et là, vous tomberez sur un tutoriel que j'ai créé avec mon ami Antoine et qui explique comment on construit en fait ces différentes parois. En fait, je travaille depuis le début sur des couches de bois
coller, agrafer ou clouer ou visser. C'est-à-dire que ça fait un petit peu du lamellé-collé sans en être. Et puis, ça permet de construire simplement, sans grosse machine, sans faire beaucoup de copeaux. Ça permet de construire simplement ces parois. Ces parois, elles se construisent sur une table que j'ai appelée la table, le système constructif Archifafa, c'est ce que je vous montre là. Et il y a la table Archifafa pour construire ces panneaux. En fait, c'est une table d'équerrage et les plans sont aussi sur les plans que vous pourrez obtenir sur le site Maison Nomade. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc là, on voit que je travaille par panneaux. Les pignons sont de 3 mètres de large, comme je le disais, à peu près, hein, extérieur. Du coup, on a un seul pignon de chaque côté, c'est ce que je tiens dans mes mains là. Et puis les parois, alors vous pouvez mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six parois, comme vous voulez. Elles ont deux dimensions différentes. Voilà, on peut passer à la slide suivante où on voit un peu ce système d'emboîtement. Voilà, c'est très simple euh, et c'est efficace. C'est donc ces panneaux-là qu'on va démonter. Alors évidemment, il y a un pare-pluie à l'extérieur qui va être découpé et quand on va remonter l'habitat, il faudra rescotcher le pare-pluie. On peut aller à la slide suivante. Voilà pour les fondations. On a essayé des fondations en gabion. C'est une super solution apparemment. Je trouve que ça fonctionne très bien. Nous, on est sur un terrain dur, mais l'habitat léger, l'habitat réversible, c'est quelque chose de léger normalement. Donc, ce type de fondation fonctionne extrêmement bien. C'est extrêmement esthétique. Vous le verrez une fois qu'il y a le bardage et tout. C'est magnifique et moi j'aime beaucoup ça. Évidemment, l'ossature bois doit être décalée du sol hein, pour pas prendre l'humidité. Et puis nous, on a rempli nos gabions avec des cailloux qui étaient à 20 mètres exactement de là où on en avait besoin. On est dans le COS, il y a énormément de caillasses et on avait tout ce qu'il faut pour remplir les gabions. Je te remercie Thomas, la suivante. Tu es à mi-parcours, il reste 10 minutes. Un, il y en a plus d'autres? S'il y en a d'autres, je disais juste que voilà, on vient de passer les 10 minutes. Il te reste 10 minutes pour. D'accord, je te remercie. Voilà, donc là, on est sur la table constructive Archifafa et on est en train d'assembler deux couches de bois entre elles et en tout, il y en a trois. Donc, on assemble ces deux couches dans un premier temps. Après, je retourne ce panneau de deux couches et je viens coller la couche extérieure, la seconde couche extérieure. Et en fait, cette table nous sert simplement à faire des panneaux qui soient d'équerre. Donc, la table doit être exacte, c'est sûr. À la suivante. Voilà, là, c'est une autre manière de voir comment les bois se croisent. Nous, sur notre proto, on a utilisé du bois non raboté, non séché, parce qu'on va expérimenter loin pour pouvoir dire est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Aujourd'hui, je prône d'utiliser du bois raboté séché. Ça donne des panneaux beaucoup plus propres, beaucoup plus jointifs au niveau des bois. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des possibilités du bois, d'utiliser ce type de bois. Au niveau structurel, ça devrait fonctionner aussi. Mais comme j'ai pas le recul pour vous le dire, je vous envoie sur la version sécuritaire de ce type de construction. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, là, on a construit des cadres, mais aussi on a mis de l'OSB dessus. L'OSB, il sert au contreventement des parois. Et on est sur un contreventement où il faut faire attention à son efficacité parce qu'on est sur du bâtiment carré. Avant, avec la maison pétale, on était sur du rond. C'était très facile parce que ça s'auto-contrevente, hein, un cercle ou un deux décagones. Et puis là, bah, c'est pas la même. En plus, on est sur deux étages, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Du coup, vous avez sur les côtés ben, deux types de panneaux différents et les ossatures sont déjà prévues pour recevoir certaines ouvertures
Voilà, on peut passer. Là, vous voyez deux pavés côte à côte, de environ 3 mètres de large, donc ce qui nous fait un bâtiment de 6 mètres par 6 mètres, ou non, par 5 mètres, je crois. Oui, 5 mètres de profondeur. Voilà. On peut aller à la suivante. Là, ce que vous voyez, c'est que le montage se passe très vite. On fait juste attention que là, on est sur une ossature non contreventée. Il faut pas de tempête à ce stade-là. Il faut viser, de toute façon, quand on monte une maison comme ça, quelques jours de beau temps et de calme. Donc, évidemment, le contreventement va venir ensuite. Ensuite, vous n'avez même pas les montants d'ossature. On peut passer à la suivante, mais ça, on l'a fait entre autres parce que en fait, on était en étage et c'était plus facile de mettre des cadres vides et de les remplir après coup que de le faire en atelier. Mais en fait, en atelier, vous pouvez faire des panneaux, des cadres avec la finition que vous souhaitez. Elle peut être très avancée. On peut passer à la suivante. Voilà. Là, on utilise des loquets de serrage pour simplifier le montage et le remontage des maisons. C'est ce qui va, au montage, faciliter la jonction de deux panneaux côte à côte. Et c'est une belle image de la démontabilité de nos habitats. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Bon, ben voilà, c'est l'intérieur fini. Donc, c'est un des deux pavés du bas. On a ici notre cuisine et puis une sorte de salle à manger. Et vous voyez en haut les solives de plafond. Au niveau des murs, on a utilisé un isolant en 10 cm qui est de la laine de bois. Et au niveau des plafonds, on a fait des caissons en fait, tout à fait démontables, avec de la ouate de cellulose. La ouate de cellulose, c'est réversible dans le sens où elle peut être réaspirée comme elle a été soufflée au départ. Donc on peut la récupérer dans des sacs et la remettre sur le nouveau chantier de montage. Voilà. On peut aller à la slide suivante. Et vous voyez cette largeur qui est intéressante. Donc, on a fait une vidéo pour vous donner envie de passer à l'action. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important pour moi, pour faciliter, je crois que je l'ai pas dit, pour faciliter le montage, on veut vraiment développer une université populaire de l'habitat réversible pour vous aider à passer à l'action. Parce que, ben voilà, on est dans une période où on a perdu beaucoup de savoir-faire et c'est super motivant et super chouette de travailler de ses mains. Évidemment, quand on construit une maison de ses mains, on n'est plus le même. Comme tu le disais, Geoffroy, on n'est plus le même après qu'avant. C'est extraordinaire de se sentir capable de faire ça. Voilà. C'est une immense joie. Et on va certainement prochainement accompagner des chantiers de formation à ce type d'habitat. Et l'information autour de cet habitat n'a que 10 jours. Donc voilà, vous êtes les premiers à avoir un petit peu d'informations à ce sujet-là, évidemment. Vous pouvez aussi aller sur le site ou regarder la vidéo. On peut passer à la slide suivante. Voilà, ben, à vous de rêver, hein. C'est vraiment ça qu'on aimerait induire, c'est cette idée qu'on est capable d'être des êtres extrêmement créatifs, que la société ne nous a pas toujours aidés à nous faire confiance, mais que justement, c'est super important de dépasser ça et que ça amène beaucoup de confiance en soi peut-être. Et puis moi j'ai aussi envie de construire avec des jeunes euh, pour se dire oui on est capable de faire ça. Puis vous avez peut-être vu que cette maison, je sais pas, il y a encore une slide ou c'est la dernière? Ah oui, les questions-réponses. Eh ben cette maison elle a quelque chose de particulier, mais je vous invite à voir les vidéos et puis c'était la première image. Voilà, on peut passer aux questions-réponses, je crois. On arrive à peu près à 20 minutes. Absolument. Il te reste même un tout petit peu de temps encore, si tu veux rajouter. Il y a 2-3 Ouais, minutes. bon, on va laisser plus de place aux questions, c'est chouette.
Eh ben, c'est super. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je me disais que j'aurais bien voulu, pour démarrer cette phase de questions, comment dire, rembobiner un tout petit peu pour montrer la toute première image. Oui. Que tu nous racontes justement, alors pardon si ça fait mal aux yeux, mais parce que justement, la nomade aux étoiles, elle a une particularité et je me dis que ça doit nourrir votre envie de rêver, on le voit bien là. Est-ce que tu peux nous raconter, maintenant qu'on a vu l'ensemble de cette maison, ce que c'est que cet espace-là où tout d'un coup on voit une couette dépasser? Eh bien, c'est un lit tiroir qui sort sur l'extérieur et qui permet de dormir dehors, tout simplement. On sait qu'il y a plein de, de gens qui ont envie de vivre dans la simplicité et la joie et qui ont envie d'être en lien avec le vivant et la nature. Et du coup, on trouvait génial cette idée de pouvoir sortir de... J'ai eu l'idée tout d'un coup et elle m'est parue essentielle et on a été jusqu'au bout parce que c'était quand même top. Et du coup, en fait, de pouvoir dormir dehors, et c'est vraiment super confortable et on l'utilise beaucoup par ces températures-là encore plus. Et on entend le bruit des animaux et c'est vraiment chouette, quoi. Et donc, c'est fait sous la forme d'un tiroir. Simplement, le tiroir est isolé pour que le froid ne sorte pas l'hiver. Voilà. Merci d'avoir précisé ça. Eh ben, merci beaucoup. Effectivement, il y a Alors, j'ai peut-être pas toutes les autres questions. N'hésitez pas à lever la main hein, si vous voulez prendre la parole. Je vois que Marie-Dominique, Marido, salut Marido, pose une question sur cette paroi, justement. Peut-être est-ce qu'il y a quelques infos sur comment ça coulisse ou si tu peux en dire un peu plus, peut-être techniquement. Et je vois aussi une question sur la notion de budget. Combien toute cette maison t'a coûté et enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler du prix de cette maison? Oui, ben, le prix dépend de différentes choses en fait. Il dépend des finitions. Là, on a des ouvertures de fenêtres haut de gamme un peu en alu. On savait qu'on allait faire visiter cette maison. On avait envie qu'elle fasse envie. Et du coup, on est sur un budget de 800-900 euros du mètre carré en autoconstruction, hein, on est bien d'accord. Du coup, pour 20 mètres carrés, ben, on est autour de 18 000 euros, quelque chose comme ça, à tout casser. Et puis surtout, moi, ce que je me dis, c'est que euh, pour se réapproprier les savoir-faire, on peut déjà construire une cellule, un pavé de 16 mètres carrés, hein. C'est celui que vous avez en haut, là, sur la fenêtre. La partie, le deuxième étage, là, c'est une cellule de 16 mètres carrés, de 2,70 m de haut, habitable. Et là, on peut vivre là-dedans déjà. C'est à peu près la grandeur d'une tiny. Et du coup, eh ben, on peut commencer par ça. Et puis l'ossature-bois est là ce truc génial, c'est qu'on peut toujours l'agrandir, faire d'autres pavés à côté en fonction de l'évolution de la famille. C'est extrêmement modulaire et ça, c'est super chouette. Voilà. Merci. Vous- ouais. Est-ce que Lucille, tu veux poser ta question à l'oral? J'y vais. Elle, elle pose la question. Sa question, c'est quel est le coût si on fait construire par un professionnel? Est-ce que tu as cette idée-là? Avez-vous des références de professionnels qui peuvent construire ce type d'habitat, notamment la maison Pétale dans le Nord-Pas-de-Calais? On sort un tout petit peu de Oui. ton sujet aujourd'hui, mais voilà. Bon, écoute, non, pour l'instant, on n'a pas encore d'entreprise attitrée pour construire ce genre de choses. En général, ce qu'il faut compter quand on fait construire, c'est grosso modo 3 fois le prix de ce qu'on obtient donc, si on est à 800, 2004 le mètre carré, quelque chose comme ça. Ou peut-être moins, je sais pas. Ça, je sais pas parce que moi, je suis vraiment un concepteur et je suis pas dans le système des entreprises. Par contre, on contacte des entreprises et s'il y en a qui nous écoutent, elles peuvent tout à fait me contacter pour construire ce type d'habitat. On sera très heureux de collaborer avec eux parce que moi, je construis pas, je suis pas constructeur. Voilà. Donc, je sais pas tellement quoi dire de plus. Merci. Bon, en tout cas, je pense que l'ordre de grandeur que tu donnes du Froid-Froid, il me semble pertinent. Ouais. J'aurais répondu quelque Ok, chose comme ça merci. aussi.
Il y a une Merci. question sur le permis de construire. Alors ce soir, on ne voulait pas forcément aborder la question du légal, parce que c'est vraiment un sujet en soi. Je pense que d'ailleurs, à ce propos, on doit avoir un webinaire qui doit exister ou qui pourrait exister sur des questions justement de permis de construire, de permis d'aménager. Parce que le cadre des hameaux légers est un cadre un peu particulier. Je vois que Vincent, tu voulais en parler peut-être. Est-ce que tu sais nous dire s'il existe des ressources en ligne visio déjà? Oui, et complètement, très rapidement sur ces sujets de réglementation urbanistique. Il y a des webinaires, je vous partage le lien de tous les anciens webinaires à disposition et il y a des ressources également dans le parcours. Je vous remets tous les liens dans le chat. Super, merci. Jean-Baptiste, j'ai loupé ta question. Il pose une question et il se demande, est-ce que, enfin, lui qui habite dans le Finistère, où il y a des tempêtes fréquentes, est-ce que, Yves, tu penses qu'on peut adapter, enfin, est-ce qu'il faut adapter les plans de la maison au climat de chaque région? J'imagine Oui, que la oui, réponse est dans la question, mais voilà, quel est ton avis sur le sujet? oui, oui, il faut l'adapter. Évidemment que si on construit dans une région où il peut avoir 1 mètre de neige mouillée sur le toit, ça change les donnes. Après, au niveau des tempêtes, il faut renforcer le contreventement. Mais il y a des solutions, voilà. Et puis, peut-être s'il y a des tempêtes, on peut s'orienter sur un bâtiment à un niveau plutôt qu'à deux, par exemple. Et pour rester dans la légèreté, quoi, et la simplicité. Je crois que c'est ça la légèreté, c'est s'adapter au monde dans lequel on vit, et du coup au climat dans lequel on vit aussi. Vous avez vu qu'il y avait, par rapport au climat, qu'il y a des protections solaires. Une maison ossature bois, ça n'a pas d'inertie, hein, donc c'est léger. Il ne faut pas de pénétration solaire. Là, on est très tôt le matin, il y en a encore. Et si vraiment on voit que l'été, il faut plus de protection solaire, on les mettra. Mais justement, on expérimente en ce moment. Voilà, donc il faut s'adapter. Et évidemment, la version sur 2 étages, elle est un peu plus engageante au niveau de la construction que si on faisait un bâtiment sur un niveau, de quelque surface qu'on veuille. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde, j'en vois pas. Moi, j'en ai une qui me vient là. Combien de temps ça t'a... Enfin, tu l'as peut-être dit, hein, pardon, mais je te ferai peut-être répéter, il ne me semble pas. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur du délai que tu as pris, enfin, que tu as mis pour... Enfin, de la durée, quoi, des travaux pour réaliser cette maison? Ouais. On a commencé à construire, pour être précis, le 7 juillet 2025, la construction des pièces, des cadres. Et puis on y dormait à Noël, sachant que c'était une expérimentation. On était en gros, on va dire, à 2 personnes, 2 personnes et demie, peut-être en continu sur le chantier. On faisait une expérimentation. Ce qui était long, c'est le bardage, donc ça, on l'a fait après, l'année suivante. Mais on était hors d'eau. On peut être hors d'eau, hors d'air, ça dépend de la surface de l'habitat. Mais là, cette maison, vous avez peut-être l'impression qu'elle est immense. Je vous le dis, elle fait 40 mètres carrés et pas un de plus. C'est super confortable d'habiter dans 40 mètres carrés puisqu'on y vit avec ma compagne Sandra depuis Noël. Et voilà, donc hors d'eau, hors d'air en 2 mois, c'est possible. Ça dépend tout de comment on fait. Et comme je le dis, si vous commencez et vous n'avez pas beaucoup bricolé avant, si vous le faites, bah, ça vous prendra un peu plus de temps. Et alors, c'est pas grave, puisque vous apprenez quelque chose de fondamental et que vous êtes en train de dépasser des limites que vous aviez imaginées. Voilà. Excellent, merci. Geoffrey, tu veux poser, tu disais deux questions. On a peut-être le temps pour une question, si tu veux Ouais. prioriser une des deux. Et puis après, il y a Judith, pardon, il y a Nelly et Judith, pardon, encore peut-être. Il reste 4 minutes. C'était comment tu gérais, c'est quoi le système de toiture et l'étanchéité de ton lit tiroir quand il est fermé? Oui, alors l'étanchéité du lit tiroir, c'est des joints, Ok. comme des joints de fenêtre, tout simplement. Et puis l'étanchéité de toiture, elle se fait par un EPDM, c'est extrêmement bon marché. Et par exemple, j'ai développé une astuce autour de la fixation de l'EPDM qui vient fixer sur de l'OSB. Il est rabattu et dessous, je mets du rail, ce qu'on appelle du rail à jonc. C'est ce que vous trouvez sur les camping-cars pour fixer les tissus, je me rappelle, les tentures.
Hmm. Voilà, donc c'est ça, et ça a une double fonction et moi j'adore quand je trouve des idées comme ça, c'est ça qui est riche, c'est essayer de donner plusieurs fonctions à un même objet qu'on insère dans une maison. Voilà. Ok, merci. Et pour finir sur cette réponse, on aimerait végétaliser le toit du haut. Le toit terrasse, on a mis du carrelage parce qu'on ne peut pas directement marcher sur le PDM. Du carrelage qui n'est pas collé, en fait, qui est flottant, mais qui est très lourd, du coup, il ne va pas s'envoler comme ça. Et puis sur le toit, on aimerait végétaliser à terme. On est en train de réfléchir à la bonne solution. Mais comme on doit utiliser une végétalisation mince, on cherche des solutions optimales. Ça, ce sera l'année prochaine. Merci Judith. Merci. Je t'ai mis dans le chat en réponse à ta question le lien vers les archives fertiles. Comme ça, tu pourras aller regarder directement plus d'infos là et contacter peut-être Yves et Sandra si tu as d'autres, enfin, s'il y a plus de questions. Et la dernière question qu'on peut prendre là, celle de Nelly. Elle se demande comment tu chauffes ta maison. Comment je chauffe la maison? Moi, je chauffe avec un petit poêle à bois. L'idéal, ce serait un petit poêle de masse, à vrai dire, mais voilà. Et puis, il y a une orientation bioclimatique qui est faite pour bénéficier de la chaleur du soleil. Mais oui, c'est un chauffage à bois. On va peut-être développer des murs trombes pour compléter le chauffage. Mais le problème du chauffage à bois, c'est de trouver un chauffage suffisamment petit pour chauffer des surfaces qui sont minimes. Voilà. Eh bien, c'est super. Je te remercie beaucoup, Yves. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin, peut-être un conseil? C'est quoi ton conseil pour aider à choisir sa maison de rêve? S'il fallait en retenir un parmi tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui doute, qui hésite? Ah, mais je crois qu'il n'y a pas d'habitat idéal et qu'il faut vraiment se poser la question. En fait, la nomade aux étoiles, ça va être un habitat qui est relativement rapide à monter. C'est un de ses avantages. Mais on peut avoir envie de passer beaucoup de temps à construire son habitat et faire de l'ossature paille. On peut avoir envie de mobilité et faire une tiny. Il n'y a pas de réponse absolue. Il faut aller vers vers ce quoi ton cœur t'appelle. Voilà ce que je voulais dire. J'en finirai là. À la joie de chacun. À bientôt. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Yves. Ouais. Bravo pour ce super projet, je trouve aussi, comme ça a été dit dans le chat. Et bien maintenant, je passe la parole pour 20 minutes à Maxime Nobis de I Love Yurt. Il va nous présenter les Heli-Yurts, un réseau auquel il appartient depuis de nombreuses années. Il va vous en dire un peu plus là-dessus. Bonne présentation à toi, Maxime. Merci Thomas. Bonsoir à tous. Merci pour vos présentations, Geoffrey et Yves, c'était super intéressant. Passant en dernier, bon, moi je vais éviter de redire ce que vous avez dit sur toutes ces choses intéressantes. Je suis hyper surpris de toute cette créativité, je trouve ça super génial. C'est un peu pour moi le cœur de notre mouvement et ce vers quoi on va, c'est essayer de casser les codes et trouver des nouveaux chemins pour habiter différemment, pour plus d'humanité, plus d'écologie. Et voilà, c'est super, super. Je suis un peu ému. Alors voilà, Eli Yurt, ben nous un peu dans le même style, on a essayé de réfléchir à un concept un peu innovant. Donc Eli Yurt, c'est né dans la Drôme, ça a été inventé par Florian Journeau, c'est un peu une adaptation de la yourte traditionnelle mongole il a été inspiré pour créer cette charpente en spire qui est très esthétique et qui fait un peu toute sa singularité de ce nom. C'est des charpentes qui, de par cette double spirale inversée, offrent une solidité et encore une fois un aspect esthétique certain. Voilà, c'est aussi un concept qui est complètement en open source. Donc, nous, on construit des yurts, on les monte, on fait aussi des stages d'autoconstruction.
Vous trouverez aussi les plans en ligne. Voilà, je pense que ça va vraiment dans la philosophie de ce pourquoi on est là ce soir, hein, essayer de proposer d'autres chemins. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller sur les différents sites de Eliyourt. Il y a le site Eliyourt qui est le site mère. Il y a aussi le site autoconstruction Eliyourt pour tous les stages autoconstruction. Et il y a I Love Yourt, moi, qui suis plus orienté sur l'habitation durable et les hybrides. C'est ma particularité, c'est des hybrides qu'on peut transformer dans le temps en un habitat permanent dur, donc avec la possibilité de blanchir des murs, de passer sur des toitures végétalisées ou toitures en zinc. Voilà, il y a les seules limites qu'il y a, c'est, j'ai envie de dire, notre créativité. Après, c'est des questions de moyens et il faut bien sûr étudier les structures et tout ça, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes ressources autour de nous et ça donne des projets assez intéressants. Je vous laisserai fouiller pour tout ça. Voilà. Donc, c'est un concept qui est quand même né, ça fait 15 ans hein, qu'on cherche, qu'on creuse, qu'on développe, qu'on éprouve, qu'on recommence et tout ça. Et un des gros avantages, voilà, c'est la force d'un réseau. C'est-à-dire que si demain, moi, je suis plus là, et ben, il y a toujours Eliott qui sera derrière et qui sera disponible pour vous refaire une toile, changer une pièce s'il y a besoin, ou vous aider à faire des extensions, ouvrir un mur, je sais pas. Voilà, j'imagine que dans la communauté, beaucoup de gens connaissent les yurts, mais peut-être peu les Eli-Yurts. Donc voilà, vous verrez par la suite un peu la singularité de la charpente. On entend beaucoup parler de yurt hélicoïdal. C'est le même principe, mais vu qu'on est en open source, le nom Eli-Yurt, on essaie de le garder pour les artisans qui veulent se former avec nous et pour nous aider à développer ce concept. Parce que derrière ce concept et ce nom, ben, on essaie de proposer un gage de qualité, en tout cas un produit de qualité, et un suivi de ce qu'on fait. Euh, Ça nous paraît important parce que voilà, ça fait tout de suite des dépenses. Hein. Quand on investit dans un habitat, c'est tout de suite des grosses dépenses. Et du coup, on trouve ça bien de rester fédéré et pour proposer encore une fois quelque chose de le plus durable possible et le plus sérieux possible. Voilà. Les liures, ce qui est génial, c'est que c'est hyper modulable aussi. On peut partir, on peut faire des surfaces de très petites de 20 mètres carrés et même moins, même moins, jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis à 110 mètres carrés et ça, c'est sans compter les extensions, la possibilité de créer des extensions, un peu comme la maison Pétale, avec des sortes d'annexes qu'on vient plugger sur le rond central pour créer des espaces dédiés, un bureau, un atelier, une salle de bain ou ce qu'on veut. Ce qui est génial avec les structures bois, comme l'a dit Yves, c'est que c'est très créatif et on peut faire plein de choses différentes. Voilà, à nous de rêver à notre habitat de rêve et ça, c'est vraiment super. Euh, voilà. Je te rejoins complètement, Geoffrey, dans ce que tu as dit sur il y a, il y a pas de il y a pas d'habitat idéal. En fait, c'est vraiment à nous, à vous, la communauté, de vous poser la question de vos besoins en fait à la base et de réfléchir en fonction de vos besoins, dans quel endroit vous pensez vous sentir bien. Et voilà, là je vous parle, comme disait Geoffrey, je vous parle de là où moi j'en suis et je vous parle de ce que moi je fais, mais des solutions, il y en a plein et après, c'est à vous de creuser, c'est à vous de creuser. Nous, Eliyourt, en tout cas, et I Love Yurt, on propose plutôt des maisons axées, enfin plutôt des habitats, plutôt que des yurts qui se démontent. Comme vous voyez sur les photos, là, on peut avoir du bardage, on peut aller dans des aménagements très complexes. Moi, j'aime bien travailler aussi avec la terre et la pierre, ce qui paraît un peu bizarre dans un habitat léger, et pourtant, ça permet de faire moi ce que j'appelle de l'optimisation thermique, c'est-à-dire qu'on va un peu rajouter de la masse pour compenser ce manque d'inertie qu'on a dans les habitats légers, pour qu'in fine on ait une température et un taux d'humidité assez stable et du coup un confort relativement stable aussi.
On a plein de petites techniques comme ça pour voilà compenser, pour améliorer le confort d'été, améliorer le confort d'hiver, les poils de masse, tout ça. Voilà, on commence à avoir essayé plein de choses et on a plein d'outils dans notre caisse à outils. Mais c'est sûr que les lioures, pour revenir à, à qui ça correspond, à quoi ça correspond, je dirais que on est sur un habitat, ou en tout cas, on est dans la création d'un espace qui va commencer à être difficile à déplacer, il faut en avoir conscience. Euh, Moi, je me dis qu'à partir du moment où on cherche à avoir un maximum de confort, la démontabilité, elle est assez relative et comme l'a bien dit Yves, bon, c'est assez, ça peut vite devenir assez complexe. Surtout moi, chez Yurt, où je vais assez loin dans l'aménagement, les finitions et dans plein de choses. De toute façon, à partir du moment où on veut respecter l'ARE 2020, l'étanchéité à l'air et tout ça, faut pas se leurrer. Si vous voulez démonter, c'est quand même, ça se fait, hein, bien sûr que ça se fait, on le fait régulièrement. Mais c'est pas sans conséquence. Il y a des produits qu'il faudra couper, rescotcher, voilà. Un montage chez moi, c'est un montage d'une urne. Je vais prendre un exemple de 50 mètres carrés. C'est ce qu'on propose le plus dans le cadre d'installation de personnes qui rejoignent les collectifs ammolégés. Euh, on est sur une semaine, 15 jours s'il y a de l'aménagement intérieur. Mais c'est quand même une semaine de boulot. C'est quand même des mètres cubes et des mètres cubes de bois. C'est quand même des matériaux qui sont assez onéreux parce qu'on met des matériaux de qualité et tout ça, les rouleaux de scotch spéciaux, pare-pluie, anti-UV, blabla. Voilà, il y a toute une logistique qu'il faut prendre en compte et même si effectivement on est hyper focus sur l'écologie et la réversibilité de ce qu'on fait, ça n'empêche pas qu'il faut avoir conscience que une héliourte ou une yourte ou une yourte d'habitation, ça se démonte pas comme ça en claquant des doigts. À ce compte-là, si vous voulez avoir la facilité de vous déplacer rapidement, il faut partir peut-être sur un autre produit. Ou alors une vraie yourte traditionnelle mongole qui, pour le coup, est vraiment faite pour être démontée. Voilà, c'est vraiment à vous de sentir, de jauger où est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, comment vous vous projetez en fait dans l'avenir. Pour moi, c'est vraiment de là qu'il faut partir. Moi, par exemple, j'ai commencé, je me suis installé enfin, j'ai construit ma première yourte avec Florian dans un stage d'autoconstruction il y a 15 ans, parce que bah, aussi j'étais nomade, je vivais à l'étranger, et puis j'ai eu ma première fille, et puis tout a changé dans ma vie, et je me suis dit, waouh, il faut que je m'installe. Donc, je suis retourné dans mon village natal, on va dire, à Briançon, dans les Hautes-Alpes, et je suis allé construire ma yourte et l'installer à 1600 mètres d'altitude. 1500 mètres d'altitude. Voilà un peu pour mon parcours. Donc voilà, on peut vraiment faire des volumes assez grands, on peut vraiment la rendre évolutive. Moi, j'aime bien ce principe que ce soit évolutif parce que je me dis toujours que la vie, ça va tellement vite et les besoins, ils changent tellement rapidement qu'il faut que ça reste assez évolutif, que ce soit sur la taille. Là, vous voyez sur la photo, on peut créer donc les extensions qu'on peut rajouter après coup. On peut partir sur une surface très sobre, très petite, 40, 50 mètres carrés. C'est déjà grand en fait. Surtout avec des murs à 2,50 mètres, vous pouvez faire une mezzanine et vraiment en faire une pièce. Et sous mezzanine, être vraiment debout, pas baisser la tête. Enfin, on commence à être sur des volumes où c'est intéressant. Moi, j'ai vécu 6 ans dans ma vie en camion. Le jour où je suis passé en yourte, je me suis dit, waouh, l'espace, c'est c'est incroyable comme ça change la donne. J'ai toujours eu plein de matos de sport parce qu'à côté, j'ai des diplômes en sport nature et voilà, pour faire du stockage, pour plein de choses, ça a plein d'utilités. Non, Donc Max, maintenant, ouais. ouais, On est à mi-parcours. Je trouve pas le bouton pour lever la main, donc désolé, je te coupe la parole un peu. Mais voilà, il reste ok. un peu moins de Merci 10 minutes. Thomas, merci. Euh, voilà, donc maintenant, moi, je vous propose, comme vous l'avez dit, les collègues, je propose pour aider à la conception et surtout à soulager votre charge mentale, parce qu'en fait, quand on est porteur de projet et qu'on cherche à s'installer, on peut vite se créer une charge mentale de l'espace. Et j'ai adoré, Geoffrey, ton nom, infobésité et, et le chou-fleur, c'est trop génial. Parce qu'en fait, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Si vous vous laissez aller à regarder toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, mais vous allez vous faire péter la cervelle. Et finalement, vous ne saurez plus ce que vous devez faire. Donc moi, je suis complètement raccord avec toi, Geoffrey. Faites attention. Et nous, professionnels, on est aussi là pour vous accompagner et vous donner une manière de faire. C'est pas la solution ultime. On n'a pas la vérité ultime parce qu'elle n'existe pas. Elle est propre à chacun. Et voilà, en tout cas, c'est une solution qui fonctionne, qu'on a éprouvée, qu'on a testée. Et, et voilà, c'est notre manière de faire. Vous aurez sûrement voilà, expérimenté ça. En tout cas, c'est une vraie grosse charge mentale. Et pour moi, une des erreurs à pas faire, ça fait partie des questions. Une vraie erreur à pas faire, à rentrer dans un truc où on veut tout faire tout seul et trop faire tout seul et s'inspirer de tout ce qui se fait et on croit qu'on a la solution innovante. Mais dans la réalité, c'est pas si simple et parfois ça peut être très compliqué à gérer. Et voilà, donc maintenant pour aider justement à soulager cette charge mentale, moi je travaille sur un logiciel de conception de structure bois. Vous voyez la photo dessous où on peut modéliser, on peut rajouter plein d'éléments de SketchUp, poêle à bois, canapé, tout ce que vous voulez, pour vraiment aller dans le détail. Et pourquoi moi j'ai besoin d'aller dans le détail? Parce que quand on pose un permis de construire, qu'on a la RE 2020 et qui nous demande toutes les infos, il faut qu'on puisse les donner, il faut que vous puissiez les donner pour avoir l'attestation des bio. Et aussi parce que quand moi j'arrive pour faire la plateforme, je sais exactement où je fais passer vos réseaux, où je fais passer l'électricité et tout ça, pour encore une fois que le chantier il se passe le mieux possible et le plus simplement possible en autoconstruction. Parce que moi j'aime bien travailler en autoconstruction, ça vous permet aussi de monter en compétences, moi ça me permet d'être en toute transparence, de faire évoluer le produit. Si la mezzanine finalement vous la voulez 2 mètres à côté, on la fait 2 mètres à côté, il n'y a pas de souci. Mais dans le principe, voilà, c'est assez pratique pour pouvoir vous projeter dans votre futur espace et moi pour savoir précisément comment je dois faire tous les petits points techniques singuliers, l'étanchéité et tous les réseaux et tout ça. Donc ça peut paraître assez bizarre, mais en fait quand on commence un projet comme l'a dit Geoffrey encore une fois, hein, quand on commence un projet, il faut savoir comment on le finit. Donc, il faut déjà se projeter dans tous les détails. Voilà, sur la photo là-dessous, on voit les extensions. Là, ça, c'est un projet que j'ai réalisé en mars, là. Donc, on a fait 6 pans de mur, 6 extensions, donc sous forme de deux fois deux extensions, plus ou moins grandes pour faire des chambres. Et entre les deux extensions, on a même créé un toit autoportant pour faire un grand sas d'entrée pour mettre les vélos, les bottes et tout le bazar qu'on a toujours arrangé. Bon, ça, c'est un projet qui fait 120 mètres carrés. C'est un peu un extrême, hein. C'est quand même pas souvent qu'on me demande des projets comme ça. Mais voilà, typiquement, pour les communs d'un collectif, c'est ce qu'on peut faire. Mur ossature bois à 3 mètres de haut, une grosse charpente Eli-Yourt, et donc autoportante, pas de pilier central. Possibilité de faire quasi un étage, parce que quand on a des murs à 3 mètres de haut, on peut quasiment faire un étage. Voilà, après, c'est vraiment à concevoir en fonction des besoins de chacun. Voilà. Bien sûr, ben, on peut faire des bardages extérieurs, on peut mettre les menuiseries qu'on veut. Et avec les débords de toit, ce qui est génial, c'est que ça optimise à fond la durée de vie des menuiseries, ça limite la prise d'eau, ça limite l'entrée de soleil. Les entrées souvent, aujourd'hui, on veut beaucoup de lumière, donc on veut mettre plein de vitres, mais faut pas oublier que qui dit vitre dit aussi entrée de chaleur. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose d'optimal au niveau thermique, il faut se protéger du soleil en plein été. Aujourd'hui, ça paraît assez inévitable quand on voit les fortes températures qu'on se tape et visiblement, ça va pas en s'améliorant. C'est des choses à prévoir. Donc là, il y a des petits débords de toit, mais on peut faire des grands débords de toit, 50 cm. On peut rajouter des casquettes, des stores orientables. Voilà, après, c'est un peu nos limites. Bon, des petits exemples de typiquement ce qu'on peut faire. Un petit sas d'entrée à gauche, là, la petite turbe de 8 mètres avec un beau bardage en sapin. Ça, c'est un petit projet qu'on a fait en Suisse avec le petit sas d'entrée pour enlever les bottes crottées, comme disait ma cliente.
Et, euh, et un petit aménagement très aérien avec un arbre qu'on a pris dans le jardin, coupé à la bonne lune, à droite pour faire une mezzanine pour un jeune couple et dessous faire la pièce de vie. Donc sans cloison pour pas trop fermer parce que plus on cloisonne, plus on ferme l'espace. Voilà, encore une fois, ça permet de faire rentrer plein de choses dans des petits espaces et ça, c'est quand même hyper intéressant. C'est joli, ça marche, voilà, c'est ce qu'on aime. Que dire d'autre? Moi, je peux te relancer peut-être si tu le souhaites. Je me demandais si ce type de projet, tu dirais qu'il y a des situations de projet plus adaptées, quoi, des terrains ou des régions où est-ce qu'on peut avoir une héliyourte dans tout contexte, tout terrain, tout climat. En toute honnêteté, une fois, on m'a demandé d'aller en installer dans un grand projet agroécologique au Maroc. J'ai refusé parce qu'en fait, je trouve que c'est pas du tout adapté aux fortes températures. Moi, je viens de la haute montagne et en fait, une yourte, c'est super bien pour des climats continentaux, montagnards, collinéens, mais sinon, pour des terrains où il fait très chaud, je pense que pour le coup, il faut complètement changer la couverture du toit pour faire quelque chose d'optimal et passer sur des matériaux très lourds, type terre végétalisée. Euh, Moi, j'ai eu fait dans mon parcours des yurts avec végétalisation sur le toit parce qu'on était justement dans des zones dans le sud et du coup, on s'est dit, bon, bah, on met une paille sur le toit et on végétalise parce que sinon c'est sûr qu'il faut vraiment gérer la surchauffe. Il faut vraiment gérer la surchauffe. Aujourd'hui, de toute façon, en architecture, on le dit assez très clairement que on a beau mettre 40 centimètres d'isolant, en fait, ce qui fait qu'un bâtiment reste prêt, c'est grâce à l'ombrage et entre autres l'ombrage végétal. Là, ça fait rentrer dans d'autres grands débats dans le monde des professionnels, c'est la proximité des arbres près des maisons. Dans le bâtiment traditionnel, conventionnel, avec assurance et tout ça, on n'a pas le droit. On ne devrait pas avoir d'arbres autour des maisons, ce qui est une grande aberration à mon sens. Mais alors qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'un arbre sera le meilleur ami de votre maison pour l'été. Donc voilà. Le sud, du coup, je nuance un peu mes propos, c'est que en fait, le sud, bah oui, pourquoi pas, mais regardez où vous la mettez. En fait, je pense qu'à partir du moment où les habitats ils sont petits, il faut aussi, comme disait Yves, il faut qu'on s'adapte et qu'on soit intelligent. Parce que si on veut être optimal avec peu de matière et peu de moyens, il faut vraiment réfléchir et utiliser notre environnement. Voilà. Super, merci. Eh ben, j'avais est-ce que tu peux nous préciser typiquement là, est-ce que tu as une idée de surface de l'image qu'on voit? Est-ce que on voit qu'il y a un volume, tu en as déjà parlé, hein, les murs font 3 mètres, le volume est très généreux. Là, typiquement, on est sur quoi comme type de surface et peut-être nous commencer à nous donner un ordre de grandeur en termes de coût? Ouais, on est sur une yourte de 9 mètres de diamètre, donc ça fait 65 mètres carrés intérieurs, donc c'est sans l'épaisseur des murs, parce que sinon on est sur presque 70 mètres près, je crois. 65 mètres carrés intérieurs, et effectivement avec les murs à 3 mètres de haut, en fait le volume, il est impressionnant. Il est impressionnant. Et alors oui, le rond, c'est parfois plus difficile à aménager, en tout cas ça demande une autre logistique cérébrale que aménager que le rectangle ou le carré. Mais on a quand même des volumes qui sont assez intéressants et si on n'a pas peur de faire plein de courbes et de se prendre un peu la tête pour faire son aménagement, on arrive vraiment à faire des chouettes choses. En moyenne, il faut compter en fonction de votre degré d'implication, il faut compter entre 500 et 1000 euros du mètre carré pour une urne d'habitation. Ce delta, en fait, il est lié à bah, forcément à ce que vous allez mettre en place, mettre en œuvre selon nos plans ou tout seul. Voilà, on est capable de vous accompagner dans beaucoup d'étapes, comme dans toutes les étapes, mais on est aussi capable de faire complètement avec vous pour que, in fine, avec votre enveloppe et votre budget, on puisse faire un maximum de choses. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça au forfait où vous m'embauchez pour faire ça. Je viens 5 jours. Bah, si en 5 jours, j'ai le temps de te faire un sas d'entrée, bah, ça sera du plus pour tout le monde. Et nous, l'idée, c'est que vous soyez ravis de ce qu'on vous fait.
Voilà. Donc retenez entre 500 et 1000 euros du mètre carré, RE 2020. On peut vous aider à poser les permis de construire s'il y a besoin, fournir les attestations normes sismiques, BBio et compagnie. Voilà, tout ça aujourd'hui, on a des partenaires, on a des partenaires avec qui on travaille pour tout ça. Voilà. Et pour moi, l'erreur à éviter, comme je disais, ça serait de se précipiter parce qu'on croit que c'est la solution idéale. Ça serait de négliger l'importance de mettre en lien avec l'environnement et aussi l'environnement humain. C'est-à-dire que on est des êtres sociaux et je trouve il faut parfois y aller avec un peu des pincettes avec les voisins, le temps qu'ils se rendent compte de qui vous êtes et que votre projet il n'est pas trop farfelu pour arriver à bien s'intégrer, aller voir les communes de la même manière. Moi, je souffre beaucoup et je vois beaucoup de préjugés dans tout ce milieu habitat léger, yourte. Parfois, c'est très mal connoté, donc je trouve que c'est une erreur parfois d'y aller en terrain conquis et on pourrait se faire surprendre par les réactions en face. Donc voilà, je vous invite à l'humilité, à y aller en douceur et montrer patte blanche. Et après, on pourra rentrer dans les détails de, euh, de comment on s'y prend et qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les communes. En fait, aujourd'hui, moi, je trouve que les communes, elles sont quand même assez ouvertes à changer un peu le paradigme. Ils se rendent bien compte que les logements, c'est hyper cher, que les jeunes, ils ont peu d'argent pour s'installer. Et du coup, en zone rurale, concrètement, ça fait des grandes zones où il y a de moins en moins de jeunes. Donc l'habitat léger, pour moi, il arrive à ce moment-là. C'est pour dynamiser tout ça. Génial. Thomas? Merci. Oui, c'est ça. On est rentré dans cette phase de questions-réponses. Donc, j'en avais déjà posé quelques-unes et il y en a d'autres qui sont posées là, notamment par Marido Minique qui se pose la question de la charpente en bois. Est-ce qu'elle peut être en bois brut? Alors, est-ce que c'est bois brut? Est-ce que c'est du bois rond que tu évoques, Marido? N'hésite pas à prendre la parole si tu veux. Est-ce que c'est possible et quel surcoût environ? Parce que j'imagine que tout ce que tu nous as présenté était du bois brut, mais il doit y avoir une particularité dans ce que Marie-Dominique demande. Est-ce qu'un bois rond est possible peut-être? Est-ce que c'est ça qu'on peut imaginer? Effectivement, sur mon site, vous pourrez voir qu'il y a des charpentes en bois rond. En fait, les projets, en fonction de comment on les conçoit et des contraintes, par exemple, quand on fait un toit végétalisé, bah, quand on met 12 tonnes sur un toit, forcément, il faut que tout dessous soit prévu pour supporter le poids et les charges de neige éventuelles et la pluie et tout ce qu'on veut. Donc, bien sûr que la charpente, elle est conçue sur mesure et parfois, on fait avec du bois rond pour ces questions de résistance. Et aussi pour rester dans quelque chose de très sobre, parce que moi, en soi, aller à la scierie et acheter des bois de 20 centimètres par 20 centimètres, je trouve que c'est dommage, alors qu'on pourrait utiliser un bois rond qui est découpé par le paysan voisin. Là, ça a été notre cas. Le dernier projet en végétalisé, c'est des mélèzes qui ont été coupés à, je sais pas, je vais dire 200 mètres, qui avaient 2 ans de séchage, déjà écorcés, c'était parfait. Euh, voilà, on s'adapte beaucoup à ce qu'on trouve sur place, c'est un peu la philosophie aussi. Et en tout cas, en amont, tout est prévu et dimensionné pour que ce soit fait dans les règles de l'art et que vous ne soyez pas embêtés, hein. Excellent, merci. On arrive tout doucement vers la fin de ce temps de questions-réponses. Moi, on a quelques minutes encore avec toi, Maxime. J'avais une question en fait tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais resynthétiser la différence avec une yourte entre Eli-yourte et yourte? Pourquoi je choisirais une Eli-yourte plutôt qu'une yourte? Parce que c'est les meilleurs. Non, je rigole. Non, ça c'est le commercial. Bah, moi, je trouve que moi, j'ai toujours construit des ailiers yourtes, donc je suis finalement assez mal placé pour comparer, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai fait des maquettes et je les ai éprouvées en réel, où moi, j'ai eu plus de 17 tonnes de neige sur le toit d'une de mes yourtes en haute montagne, et elle a commencé à rentrer en rupture. 17 tonnes de neige. Il y avait, à l'époque, j'étais pisteur secourisme, donc je suis venu avec mon matériel de carottage et j'ai fait le prélèvement pour mesurer précisément.
Parce qu'en fait, avec les logiciels de calcul, on a eu beaucoup de mal et on a encore beaucoup de mal à avoir des résultats qui sont cohérents par rapport à ce que nous, on voit dans la réalité. Et du coup, suite à ça, j'ai même fait des maquettes avec un collègue, maquette 1/10, et on a mis 270 kilos sur une maquette 1/10. Donc on était deux plus 120 kilos de sable, on a sauté dessus comme des sourds et la maquette a tenu, quoi. Donc on s'est amusé à faire plein de tests comme ça pour être sûr que ce qu'on fait, c'est fiable et dans quelle mesure, voilà, de comprendre un peu mieux vraiment les tenants aboutissants de tout ce qu'on fait et pas juste le faire bêtement parce que c'est notre concept. Et effectivement, on a des résultats incroyables. Donc je dirais que Lily Yourt, elle a été aussi conçue pour ça. C'est qu'en s'inspirant de comment une yourte traditionnelle rentre en rupture et commence à s'effondrer en tournant, c'est là qu'est née la première spirale et qu'on a immobilisé avec la deuxième spirale. Et ça, c'est vraiment le petit génie de Florian qui a trouvé ça. Il a fait plusieurs essais avant d'aboutir sur cette version. Et les autres n'ont pas tenu. Donc voilà, c'est tout un aboutissement de réflexion de comment stabiliser au maximum les forces exercées sur une charpente circulaire. C'est une question ouais, de pérennité, de résistance, peut-être tu évoques. Il y avait une question sur le type de logiciel que tu utilises. C'est quoi le nom du logiciel, peut-être? Ça, c'est un petit tips pour ceux qui veulent creuser ou qui sont curieux sur l'informatique. Bon, c'est un logiciel pro, hein. Malheureusement, il n'est pas en open source du tout, mais je peux vous envoyer des web viewers, on appelle ça, donc des parties de mon logiciel pour que vous puissiez voir vous-même, tourner la pièce, prendre des mesures et tout. Pour les accompagnements, c'est hyper pratique. Il s'appelle CADWork. C'est des logiciels de boiseux, de structure bois qui sont très, très aboutis. Ils ont modélisé toute la flèche de Notre-Dame avec là pour la reconstruction. Euh, voilà, c'est des logiciels très spécifiques. Merci. Mais Et en donc, fait, je peut-être tu peux avais aussi- une question aussi, c'est ça ou pas? Enfin, je vois question aussi. Ou c'est que tu te posais la même question que moi? Non, Geoffrey. C'était Pardon, peut-être juste parce que. tu parlais à moi, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ouais, c'est ça. Tu avais une question aussi ou tu te posais la même Ouais. question? Non, vas-y. Dernière Qu'est-ce question, que enfin. Et après, on j'ai s'arrêtera. j'ai spécifié du coup Maxime dans les déclarations de permis et de notamment normes sismiques et tout ça. Les constructions, elles reposent sur quoi? Il y a des fondations. Comment est-ce que ou pas et c'est suffisant? Je connais pas trop cette particularité-là. Ouais. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des cas. Moi, j'ai un peu deux produits phares. J'ai les yourtes assez légères, souples, on va dire. Et j'ai les yourtes ossature bois où là, on est sur des grandes surfaces et des poids beaucoup plus conséquents. Donc, en fonction, on peut être sur des solutions très simples, des cairons, de la pierre ou voilà, des implantations assez légères. Et dès qu'on est sur des ossatures bois, bon, bah forcément, quand on est sur 11, 12, 13, 15 tonnes, 20 tonnes de matière, là, il faut étudier ça en précision. Et effectivement, du coup, au niveau sismique, ben, là, par exemple, je suis en Chartreuse. Je fais un projet de 105 mètres carrés, un grand gîte. Donc, dans toutes les Alpes, hein, on est en zone sismique 3 ou 4, je crois. Donc, c'est quand Ok. même des questions. Aujourd'hui, pour les permis de construire, c'est obligatoire de donner une attestation sismique. Mais avec beaucoup d'intelligence, en fait, on se rend compte que le rond, ça réagit assez bien au niveau sismique si on n'ancre pas la structure dans les fondations. Et ça, c'est un peu la magie du rond, c'est que finalement, il peut pas se passer grand-chose et du coup, on répond facilement aux normes sismiques parce que le rond, c'est assez particulier. Pour le vent, c'est pareil, c'est très particulier. En fait, il y a beaucoup de lignes de fuite, donc le vent, il s'exerce pas aussi fort que sur une façade rectangle. Donc, il y a plein de petits avantages comme ça où au début, on pourrait se dire, ouh là là, ouh, ça sent pas bon. Et puis, en fait, on s'en sort assez bien dans les calculs. Ok. Merci. Merci beaucoup, Maxime, pour tous ces partages, tous ces conseils, ces infos. Je pense que du coup, bah, tu en as parlé, hein, il y a un site internet, il y a un réseau. Vincent a partagé tout un tas d'infos sur ça, sur ton site internet également. Donc, je pense que si vous êtes intéressé par les Elioutes, on ne l'a pas dit, mais Maxime, il accompagne et réalise ces Elioutes aussi, et il peut se déplacer sur une géographie assez vaste en France. Tu parlais de la Suisse, donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à creuser avec lui, je pense.
Et je vous propose d'aller tout doucement vers la fin de ce webinaire. Alors peut-être avant les prochains pas, moi quand même, une conclusion provisoire à cette question qu'on se posait au début. Il manque une slide un peu à ma présentation, mais je vais le faire comme ça. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, donc, si on doit choisir, enfin comment choisir son habitat de rêve ou le mode constructif, en vrai, il n'y a pas vraiment de réponse unique, évidemment, vous l'avez compris. Mais l'habitat de rêve, c'est celui qui est en lien avec, en tout cas, qui pourrait répondre à votre façon d'habiter et surtout qui serait en lien avec vos besoins essentiels. Ça a beaucoup été dit. Questionner ses besoins, rêver ses besoins. La question de la géographie aussi a été évoquée. C'est pas tout à fait la même chose quand il fait dans les territoires où il fait chaud, peut-être dans Finistère, on l'a évoqué tout à l'heure. La morphologie du terrain, on a vu qu'il y avait des images avec des habitats qui sont bien adaptés à la pente. Votre besoin ou votre degré d'autonomie aussi dans l'autoconstruction ou dans la réalisation, voire la conception même, comme l'a présenté Geoffrey. Votre désir de mobilité, ça je pense qu'avec la Tiny et Geoffrey on a bien parlé, ou de démontabilité, avec Yves et Maxime on a pu aborder ça. La question de l'autoconstruction, ça a été dit et pas mal. J'ai beaucoup aimé une des conclusions de Yves sur l'autoconstruction qui nous transforme une fois. Enfin, peut-être que Geoffrey t'en a parlé aussi, mais enfin, d'ailleurs tous les trois, vous en avez parlé de ce. Enfin, moi j'aime bien cette expression de dire que autoconstruire, c'est se construire. Et je pense qu'en effet, enfin, c'était pas le sujet central de la soirée, mais quand même, vous en avez bien parlé, ça m'a pas mal touché. On a parlé de budget, vous avez différents ordres de grandeur de prix, de calendrier, de durée, enfin voilà, etc., etc. On a dit plein de choses. Ce sera accessible en replay, ce webinaire. Donc vous pouvez réécouter ça si vous en avez envie. Et notamment, vous allez pouvoir trouver ces éléments dans le parcours qui est en ligne, qu'on a évoqué tout à l'heure en début, en introduction. Donc vous retrouvez là le lien, l'URL en haut de la page, là, que vous voyez à l'écran. Ce parcours, comme l'a dit Vincent, il se complète régulièrement avec tout un tas de ressources qui émergent, en fait, qui émanent de tous les accompagnements qu'on peut faire dans les territoires. Et ce webinaire en fera partie. Vous pouvez soutenir, nous sommes une association, on fonctionne avec des ressources extérieures, des accompagnements, mais aussi beaucoup avec des dons, avec les adhésions, avec des mécénats, enfin, et des subventions. Donc si vous voulez soutenir ce parcours, eh ben, vous avez le QR code à l'écran et vous avez évidemment aussi le lien pour faire un don sur le site internet de Hameau Léger. Voilà, et votre contribution, elle permettra à poursuivre ce travail de documentation, de faire des retours terrain. Elle pourra permettre aussi de produire de nouvelles vidéos qui sont partagées par le site, par Hameau Léger. Elle pourra permettre d'organiser de nouveaux webinaires comme celui-ci et écouter encore une fois d'autres pros passionnants qui viennent de partager toutes leurs trouvailles, leurs recherches, leurs ressources. Et voilà, et ça nous permet aussi de recueillir des témoignages et de les partager. Donc voilà, gros boulot que fait l'asso Hameau Léger. Et sans tous ces dons, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, les ressources, il y a des liens, tout ça, vous les trouvez sur le site internet. Et bien sûr, je finis sur la question de l'agenda et des événements. Il y a des prochains webinaires à venir plutôt à la rentrée en septembre, si je ne me trompe pas. N'hésite pas, Vincent, si j'oublie quelque chose d'absolument essentiel. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est en septembre, en effet, que les prochains webinaires seront organisés. Et ben voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site internet de Hameau Léger. Si vous ne l'avez pas déjà, vous inscrire à la newsletter aussi, comme ça vous êtes informé. Et puis vous inscrire surtout à ce parcours, au parcours de création de Hameau Léger, pour avoir toutes ces infos. Et ben, je vous remercie pour votre attention. Et puis, on a un peu débordé du temps, mais voilà, c'était intense, c'était dense. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et à bientôt tout le monde. Au revoir.